Elle était vierge. Lui, un millionnaire perdu entre culpabilité et plaisir. Lors de leur lune de miel, ivre, il l'a touchée, sans savoir que cette nuit changerait tout. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, vous serez surprise. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. Éléonore Chatelain n'a jamais été une femme impulsive. Elle a grandi dans la rigueur des couvents et orphelinats de Paris, façonnée par des promesses de pureté et d'obéissance qui résonnaient dans les couloirs glacés de l'institution religieuse du quartier latin. Son enfance marquée par l'abandon d'une mère qu'elle n'a jamais connue et par les voix étouffées de sacrifices que les sœurs répétaient, comme des mantras, l'a transformée en une âme qui craignait le toucher tout en aspirant à être touchée avec un amour véritable. À 24 ans, Éléonore se retrouvait promise à un homme qu'elle n'aurait jamais choisi d'elle-même, Alexandre Saint-Martin, milliardaire reclus, héritier d'une dynastie entrepreneuriale française qui contrôlait depuis des aciéries en Lorraine jusqu'à des entreprises de construction qui érigeaient les gratte-ciels les plus imposants de Paris. Un empire bâti sur l'acier, les ombres et des secrets enfouis dans les fondations du béton parisien. Le mariage fut scellé par un contrat aussi froid que les matins d'hiver dans la capitale. Éléonore serait épouse par convenance, symbole de sobriété pour les investisseurs internationaux qui exigeaient de la stabilité face à la réputation volatile d'Alexandre, connu pour les scandales discrets qui circulaient dans les cercles de l'élite parisienne, pour les fêtes illégales dans des pantousses de Neuilly, et pour un talent presque artistique, pour la destruction émotionnelle de quiconque osait s'approcher de son cœur blindé. En échange de cette mise en scène matrimoniale, Éléonore aurait la sécurité financière, des études payées dans la meilleure université privée du pays, la liberté d'aider sa famille adoptive et le droit sacré de recommencer une vie qui jusqu'alors n'avait été que survie. Pour une jeune femme qui avait grandi en partageant des vêtements donnés et en mangeant les restes du réfectoire de l'orphelinat, cette proposition ressemblait à un conte de fées déformé, où la princesse savait exactement quel serait le prix à payer. Mais personne, absolument personne, n'avait préparé Éléonore pour la nuit où elle deviendrait officiellement Madame Saint-Martin. La cérémonie avait été froide mais luxueuse, réalisée dans la chapelle privée du Duntindise, manoir familial, situé dans la région la plus noble de Chamonix, où l'air fin des montagnes françaises coupait les poumons comme des lames glacées. Des prêtres importés, des fleurs coûteuses venues de loin, des invités qui murmuraient entre eux sur cette étrange union entre le magnate connu pour sa froideur calculatrice et la jeune orpheline, dont personne ne savait d'où elle sortait. Là, destination finale de la lune de miel, serait une villa isolée sur la côte de Saint-Tropez, où la mer se brisait avec fureur contre des pierres ancestrales qui avaient été témoins de siècles d'histoires d'amour et de douleur. La propriété, un héritage de la grand-mère portugaise d'Alexandre, s'élevait imposante sur les falaises, avec ses jardins suspendus et ses terrasses qui défiaient la gravité, offrant une vue hypnotisante sur la Méditerranée qui s'étendait jusqu'à l'infini. Lors de la nuit de noces, Alexandre arriva ivre dans la chambre principale de la villa. Ses yeux étaient rouges, non seulement à cause du whisky écossais qu'il avait bu pendant des heures dans la bibliothèque, tentant d'échapper à la réalité de ce qu'il était sur le point de faire, mais aussi à cause de souvenirs que lui seul connaissait et qui le tourmentaient, comme des fantômes emprisonnés dans les murs de son âme. Éléonore était assise au bord du lit double, vêtue d'une chemise de nuit en soie blanche qu'une des domestiques avait choisie pour elle. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'une anxiété qui mêlait peur et une inexplicable attraction pour cet homme qu'elle connaissait à peine, mais qui parvenait à éveiller en elle des sensations qu'elle n'avait jamais expérimentées durant ses années de réclusion religieuse. Alexandre s'arrêta au milieu de la chambre, l'observant avec une intensité qui fit Éléonore se sentir comme s'il pouvait voir à travers elle, à travers toutes les couches de protection qu'elle avait construites au fil des années. Il était pieds nus, avec la chemise blanche ouverte, au premier bouton, révélant une partie de sa poitrine couverte de poils sombres. Le parfum masculin qu'il portait se mêlait à l'odeur de l'alcool, créant une combinaison enivrante qui fit Éléonore perdre momentanément son souffle. Sans dire un mot, Alexandre s'approcha d'elle à pas lents, comme un prédateur qui savait exactement quelle était sa proie. Quand il tendit la main pour toucher son visage,
Éléonore put sentir le tremblement presque imperceptible de ses doigts, une vulnérabilité qui contrastait drastiquement avec la réputation d'homme insensible qu'il traînait dans les couloirs des entreprises parisiennes. « Tu as peur de moi », dit-il, non comme une question, mais comme une constatation, sa voix rauque portant un accent du Sud qu'il conservait encore de son enfance passée à Marseille avant de déménager à Paris pour reprendre les affaires de la famille. Éléonore leva les yeux pour rencontrer les siens, et à ce moment elle sentit comme si le monde avait cessé de tourner. Il y avait de la douleur dans ses yeux marron foncé, une douleur profonde et ancienne qu'elle reconnaissait parce qu'elle en portait une semblable dans sa propre poitrine. « Oui », admit-elle, sa voix sortant comme un murmure, « mais pas pour les raisons que tu imagines. » Alexandre ferma les yeux un moment, comme s'il luttait contre des démons intérieurs qu'Éléonore ne pouvait pas voir. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination féroce en eux, mêlée à quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Je devrais partir », murmura-t-il, mais ses doigts continuaient à caresser le visage d'elle avec une douceur qui contredisait ses paroles. « Je devrais te laisser en paix et accomplir seulement ce qui est dans le contrat. »« Mais tu ne le feras pas, » répondit Éléonore, se surprenant elle-même par son propre courage. Quelque chose en elle s'était réveillé, une femme qu'elle ne savait pas exister, quelqu'un qui n'avait pas peur de regarder cet homme puissant et de ne voir qu'un être humain perdu et blessé. Alexandre sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans la chambre. Un sourire amer qui n'atteignait pas ses yeux. « Non, confirma-t-il, je n'y arriverai pas. » Et alors, avec une intensité qu'Éléonore n'aurait jamais imaginée possible, il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux ou romantique comme elle avait imaginé que serait son premier baiser. Ce fut un baiser désespéré, chargé d'années de solitude et de douleurs réprimées, un baiser qui parlait de faim émotionnelle et d'un besoin presque animal de connexion humaine. Éléonore, qui n'avait jamais été touchée par un homme, sentit comme si son corps avait été créé spécifiquement pour ce moment, pour ses mains qui l'exploraient avec une révérence presque religieuse. Il la toucha avec l'intensité d'un homme perdu entre désir et douleur, entre le besoin de la posséder complètement et la peur de ce que cette possession pourrait signifier pour eux deux. Éléonore, paralysée entre la peur de l'inconnu et une attraction inexplicable qui grandissait à chaque seconde, se permit de vivre ce moment avec un abandon qui la surprit. Elle était vierge, n'avait jamais eu le choix sur son propre corps, n'avait jamais eu l'occasion de découvrir les mystères de l'intimité que d'autres femmes de son âge connaissaient déjà depuis des années. Et dans cette aube fragmentée, alors que la pluie commençait à tomber sur le toit de tuiles provençales de la villa et que la mer rugissait en bas contre les pierres, quelque chose en elle se brisa définitivement, et quelque chose de complètement nouveau commença à naître. Alexandre la fit sienne avec une passion qui frôlait le désespoir, comme s'il savait que ce serait la seule opportunité qu'ils auraient de véritable intimité. Entre des murmures brisés en français et des caresses qui laissaient des marques invisibles sur l'âme d'elle, Éléonore découvrit que son corps était capable de ressentir du plaisir, qu'elle était capable de se donner complètement à un autre être humain, qu'elle était capable d'aimer sans réserve, même sans comprendre complètement ce qui se passait. Quand ils s'endormirent finalement, enroulés dans les draps de lin égyptien, corps entrelacés comme s'ils essayaient de fusionner en une seule personne, Éléonore ressentit une paix qu'elle n'avait jamais expérimentée de toute sa vie. Pour la première fois depuis qu'elle se souvenait, elle ne se sentit pas seule au monde. Mais quand elle se réveilla, des heures plus tard, avec le soleil méditerranéen envahissant la chambre à travers les rideaux de soie, Alexandre avait disparu. À sa place, sur le piano à queue qui occupait un coin de la chambre principale, il y avait seulement un billet écrit de sa main ferme. « N'essaie pas de me comprendre, Éléonore. Je ne suis pas l'homme dont tu as besoin, ni l'homme que tu mérites. Ce qui s'est passé entre nous cette nuit était une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. » Éléonore lut et relut ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans sa mémoire, comme du fer brûlant. La sensation d'abandon qui la frappa fut bien pire que tout ce qu'elle avait ressenti pendant les années à l'orphelinat. Au moins là-bas, elle n'avait jamais connu le goût de l'espoir avant de l'avoir brutalement arraché. Seule, dans la villa de Saint-Tropez,
Entourée de domestiques qui ne disaient rien au-delà des salutations formelles nécessaires, Éléonore commença à tomber malade. D'abord, ce furent seulement des nausées matinales qu'elle attribua à la nervosité et à l'anxiété de se voir abandonnée juste après la première nuit de mariage. Puis vinrent les vertiges, la sensibilité aux odeurs qui ne la dérangèrent pas avant, une exhaustion qui ne passait pas même après avoir dormi pendant des heures. Marie, la gouvernante de la villa, une dame de 60 ans qui avait travaillé pour la famille Saint-Martin pendant des décennies, fut la première à soupçonner ce qui se passait. Avec l'expérience de celle qui avait élevé 5 enfants et aidé à s'occuper d'innombrables petits-enfants, elle reconnut les signes immédiatement. « Madame Éléonore, dit-elle un mardi matin, alors qu'Éléonore luttait pour garder son petit déjeuner dans l'estomac, vous devriez aller voir un médecin. Il y a des choses qu'une femme doit savoir sur son propre corps. » Éléonore découvrit sa grossesse par hasard, après s'être évanouie durant un orage tropical qui frappa la région un jeudi d'octobre. Elle essayait de s'enfuir de la villa, portant une petite valise avec ses rares possessions, quand la tempête la surprit à mi-chemin vers la route principale. La pluie tombait avec violence, les vents hurlaient entre les arbres comme des animaux sauvages, et Éléonore, déjà affaiblie par les nausées constantes, s'effondra simplement sur le sol boueux. Ce fut Jacques, le jardinier, qui la trouva. Quelques heures plus tard, inconsciente et trempée, étant emmenée d'urgence à l'hôpital le plus proche à Saint-Tropez. Là, après une batterie d'examens, le médecin de garde, Dr Françoise Olivier, une femme d'âge moyen aux yeux doux et aux manières directes, lui donna la nouvelle qui changerait sa vie pour toujours. « Vous êtes enceinte, Éléonore, d'environ 6 semaines. » Le monde s'arrêta. Éléonore sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds et qu'elle tombait dans un abîme sans fin. Enceinte, portant l'enfant d'un homme qui l'avait abandonnée sans explication après une unique nuit de passion. Un homme qui avait clairement indiqué qu'il ne voulait rien d'elle, qu'il considérait ce qui s'était passé entre eux comme une erreur. L'enfant, qui n'était encore qu'un amas de cellules se multipliant dans son ventre, devint instantanément sa seule ancre émotionnelle et son plus grand dilemme moral. Comment pourrait-elle élever un enfant seul? Comment pourrait-elle regarder cet enfant et ne pas voir Alexandre? Comment pourrait-elle aimer inconditionnellement quelqu'un qui serait un rappel constant de la nuit la plus intense et du matin le plus douloureux de sa vie? Durant les jours qui suivirent le diagnostic, Éléonore resta enfermée dans la chambre de la villa, refusant de manger correctement, perdue dans des pensées qui tournaient en cercles vicieux de douleur, confusion et une colère grandissante. Pourquoi Alexandre lui avait-il fait ça? Pourquoi avait-il été si intime, si affectueux, si présent, pour ensuite simplement disparaître comme si elle ne signifiait rien? Marie essayait de la consoler, apportant des soupes nutritives et des tisanes calmantes, racontant des histoires de la famille Saint-Martin qu'elle avait vécues au fil des années, essayant de faire comprendre à Éléonore qu'Alexandre n'était pas naturellement cruel, juste profondément blessé par des choses du passé que personne ne connaissait complètement. Le petit Alexandre, disait-elle, utilisant le diminutif affectueux qu'elle utilisait quand il était enfant, a toujours été différent des autres de la famille. Plus sensible, vous savez. Quand il était petit, il pleurait en cachette quand il voyait un animal blessé. Ce n'est pas de la méchanceté ce qu'il vous a fait, c'est de la peur. Mais Éléonore ne pouvait pas trouver de consolation dans ces paroles. Peur de quoi? De ce qu'ils pourraient construire ensemble? De la possibilité d'être heureux? De la responsabilité d'aimer vraiment quelqu'un? Toutes ces questions martelèrent dans sa tête sans trouver de réponse satisfaisante. Ce fut un matin de novembre, alors qu'elle était presque à 3 mois de gestation, et que son ventre commençait à donner les premiers signes de la vie qui grandissait en elle, qu'Éléonore reçut un appel qui changerait complètement sa perspective sur l'abandon d'Alexandre. Celui qui appela fut Richard Mercier, l'avocat de la famille Saint-Martin, un homme de 50 et quelques années à la voix grave et aux manières formelles. « Madame Saint-Martin », dit-il, utilisant pour la première fois son nom complet après le mariage, « je dois vous informer de certains événements qui peuvent expliquer le comportement récent de M. Alexandre. » Éléonore sentit son cœur s'accélérer. Enfin, quelqu'un allait lui donner des réponses au lieu de plus de questions. « Que lui est-il arrivé » demanda-t-elle, essayant de garder la voix ferme malgré la nervosité. Monsieur Alexandre a reçu une ancienne menace d'un rival des affaires de la famille
qui a promis de détruire toute femme qui oserait s'approcher réellement de lui. Le mariage avec vous devait être seulement une façade pour calmer les investisseurs. Mais, Richard fit une pause significative. La nuit du mariage, quelque chose a changé, et cela l'a terrifiée. Éléonore sentit comme si une pièce importante du puzzle s'était finalement mise en place. Alexandre ne s'était pas enfui parce qu'il ne ressentait rien pour elle. Il s'était enfui parce qu'il ressentait trop, et ce sentiment la mettait en danger. « Quel genre de menace ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant plus ferme, l'ancienne force intérieure qui l'avait aidé à survivre aux années à l'orphelinat commençant à ressurgir. Richard soupira de l'autre côté de la ligne. Victor Dumont. Un entrepreneur que la famille Saint-Martin a détruit financièrement il y a quelques années, quand il a essayé de concurrencer avec nous sur le marché de la construction civile à Paris. Il a juré vengeance, a dit qu'il ferait souffrir Alexandre de la même façon qu'il a souffert, lui prenant tout ce qui était important. Le nom Victor Dumont ne signifiait rien pour Éléonore, mais la gravité dans la voix de l'avocat indiqua clairement qu'elle devrait s'inquiéter. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Dumont a découvert votre mariage. Il a envoyé des messages disant que toute femme qu'Alexandre aimerait serait détruite, de la même façon que l'entreprise de Dumont a été détruite. Alexandre a reçu ces menaces le matin suivant le mariage, avec des photos de vous entrant et sortant de l'orphelinat où vous avez grandi, des photos de l'école où vous avez étudié, des noms des sœurs qui vous ont élevé. Dumont avait enquêté sur toute votre vie, Éléonore. Alexandre a compris que s'il restait près de vous, il mettrait votre vie en danger. » Éléonore ferma les yeux, ressentant un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement de finalement comprendre les motifs de l'abandon, terreur de réaliser qu'elle était au centre d'une guerre qu'elle n'avait pas choisi de mener. « Où est Alexandre maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne peux pas révéler l'emplacement exact pour des questions de sécurité, mais je peux dire qu'il travaille à neutraliser la menace de Dumont. Il a engagé des détectives privés, il rassemble des preuves de crimes que Dumont a commis au fil des années, essayant de trouver une façon d'en finir définitivement avec cela. » Éléonore posa sa main libre sur son ventre, où son enfant grandissait, et prit une décision qui définirait le reste de sa vie. « Richard, » dit-elle, sa voix maintenant chargée d'une détermination qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. « J'ai besoin que vous me disiez tout. Tout sur Victor Dumont, tout sur les menaces, tout sur ce qu'Alexandre fait pour résoudre cela. Si je vais être utilisé comme arme contre mon mari, j'ai le droit de savoir exactement contre quoi nous luttons. » Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. Finalement, Richard dit « Madame Saint-Martin, avec tout le respect, Monsieur Alexandre a été très clair sur le fait de vous tenir éloigné de tous ces problèmes. Il pense que le mieux pour vous est de ne pas connaître les détails. » Éléonore sentit une colère familière, la même colère qu'elle ressentait quand les sœurs de l'orphelinat prenaient des décisions sur sa vie sans la consulter, comme si elle était incapable de penser par elle-même. « Richard, dit-elle, chaque mot chargé d'autorité. Je ne suis plus une enfant qui peut être protégée de la vérité. Je suis une femme adulte, mariée, et j'ai le droit de savoir ce qui se passe dans ma propre vie. De plus, elle respira profondément avant de continuer. Je suis enceinte. » Le silence de l'autre côté de la ligne fut assourdissant. Quand Richard parla finalement, sa voix était différente, plus respectueuse. « Vous êtes enceinte. »« De 3 mois. » confirma Éléonore. « Alors vous allez me donner toutes les informations que j'ai demandées, ou je vais devoir tout découvrir seul. » Richard soupira lourdement. « Vous êtes plus forte que Monsieur Alexandre ne l'imagine, dit-il. » Et Éléonore put entendre un sourire dans sa voix. « Très bien, demain matin j'enverrai une voiture vous chercher. Vous viendrez à Paris et nous parlerons personnellement de tout. Mais avant je dois vous prévenir. Une fois que vous saurez tout, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre vie changera complètement. » Éléonore regarda par la fenêtre de la chambre vers la mer qui s'étendait jusqu'à l'horizon, ses chaux bleus brillant sous le soleil de l'après-midi méditerranéen. Elle pensa à l'enfant qu'elle portait, à l'homme qu'elle aimait même sans comprendre complètement pourquoi, à la vie qu'elle avait connue jusqu'alors et à la vie qu'elle pourrait avoir devant elle. « Ma vie a déjà changé complètement, » dit-elle au téléphone. « Maintenant je décide juste dans quelle direction je vais la laisser changer. » La voiture envoyée par Richard
arriva à la villa de Saint-Tropez ponctuellement à 8 heures le lendemain matin. Une berline noire blindée aux vitres teintées qui contrastait dramatiquement avec le paysage paradisiaque de la Côte d'Azur. Éléonore avait passé la nuit éveillée, alternant entre des nausées matinales qui semblaient empirer avec l'anxiété et une inquiétude qui la faisait marcher dans les couloirs de la villa comme un fantôme en quête de réponse. Quand le chauffeur sonna à la porte, Éléonore était déjà prête, vêtue d'un ensemble de tailleurs discrets qu'elle avait acheté lors d'une des rares sorties au centre de Saint-Tropez, le tissu légèrement ajusté révélant les premières courbes de la grossesse qui s'annonçait. Marie, la gouvernante, insista pour préparer un sac isotherme avec des encas et des tisanes pour le voyage, murmurant des inquiétudes à propos de la dame enceinte faisant un si long trajet en voiture. « Promettez que vous mangerez quelque chose pendant le trajet, » dit Marie, ajustant le foulard qu'Éléonore portait pour protéger ses cheveux du vent matinal. « L'enfant a besoin de nourriture et vous êtes trop maigre. » Éléonore sourit pour la première fois depuis des semaines, touchée par la préoccupation sincère de la femme plus âgée. « Je promets, Marie, et je promets aussi que je reviendrai avec des réponses. » Le voyage de Saint-Tropez à Paris prit presque 6 heures avec le chauffeur, un homme silencieux nommé Charles, qui avait clairement reçu pour instruction de ne pas discuter des affaires de la famille, s'arrêtant seulement une fois pour faire le plein et permettre à Éléonore de prendre un léger repas dans un restaurant sur la route. Durant tout le trajet, Éléonore observa le paysage français changeant graduellement, des plages tropicales de la Côte d'Azur aux collines de la Provence, jusqu'à finalement arriver à l'immensité urbaine de Paris. Le bureau de Richard Mercier se trouvait dans le centre financier de la ville, dans l'un des bâtiments les plus hauts de l'avenue des Champs-Élysées, cette région qui pulsait comme le cœur économique du pays. Éléonore n'avait jamais été dans un endroit aussi imposant, avec ses sols de marbre italien, ses ascenseurs silencieux qui montaient vertigineusement et une vue panoramique de la métropole qui s'étendait à perte de vue. Richard la reçut dans son bureau particulier, une vaste salle décorée de meubles en bois noble et d'œuvres d'art françaises qui coûtaient probablement plus que ce qu'Éléonore avait gagné dans toute sa vie à l'orphelinat. C'était un homme élégant, aux cheveux grisonnants parfaitement coiffés et au costume sur mesure, mais ses yeux révélaient une préoccupation sincère quand il regarda Éléonore. « Madame Saint-Martin, » dit-il, indiquant un fauteuil en cuir, confortable devant son bureau, « merci d'être venue. Je sais que ce n'était pas une décision facile. » Éléonore s'installa dans le fauteuil, posant les mains sur son ventre dans un geste qui devenait instinctif. « Richard, avant tout, j'ai besoin que vous arrêtiez de m'appeler Madame Saint-Martin. Mon nom est Éléonore, et je préfère être traitée ainsi. Deuxièmement, je veux que vous sachiez que je ne suis pas venue ici comme une épouse sans défense, cherchant protection. Je suis venue comme une femme qui a le droit de savoir ce qui se passe dans sa propre vie. » Richard sourit, clairement impressionné par sa fermeté. « Je comprends parfaitement, Éléonore, et je dois dire que je comprends. Maintenant, pourquoi Alexandre a été si perturbé après votre mariage? Vous n'êtes pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver. Et qu'attendait-il » demanda Éléonore, se penchant légèrement en avant. « Une poupée de porcelaine qui sourirait et accepterait tout sans poser de questions ?»« Quelque chose comme ça, » admit Richard. « Alexandre a grandi entouré de femmes, qui voulaient quelque chose de lui, de l'argent, du statut, des connexions. Il a développé une carapace de cynisme qui le protégeait de ces situations. Mais vous, » il fit une pause, étudiant son visage, « vous êtes différente. » Et cela l'a effrayé plus que n'importe quelle menace externe ne pourrait l'effrayer. Éléonore sentit une étrange chaleur dans sa poitrine en entendant ces mots, mais se força à rester concentrée. « Parlez-moi de Victor Dumont. Qui est-il? Exactement. Et pourquoi veut-il détruire Alexandre ?» Richard ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier, le plaçant devant Éléonore. Victor Dumont a été l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du secteur de la construction civile à Paris, il y a environ 5 ans. Il avait une entreprise familiale, Dumont Construction, qui grandissait rapidement et commençait à concurrencer directement les affaires de la famille Saint-Martin. Éléonore ouvrit le dossier et trouva des photographies, des coupures de journaux, des documents d'entreprise. La première photo montrait un homme d'âge moyen, aux cheveux sombres avec quelques mèches grisonnantes,
des yeux clairs et un sourire confiant. À côté de lui, une femme blonde élégante et une fille d'environ 10 ans avec les mêmes yeux clairs que son père. Il semble être une personne normale, commenta Éléonore, étudiant la photo de famille. Il l'était, confirma Richard. Victor était connu pour son honnêteté dans les affaires, pour bien traiter ses employés, pour respecter les délais et les budgets. C'était exactement le type de concurrent que Saint-Martin ne savait pas comment affronter, en utilisant les méthodes traditionnelles. Éléonore leva les yeux du dossier. Méthode traditionnelle? Richard soupira, clairement mal à l'aise avec la direction de la conversation. Éléonore, la famille Saint-Martin a construit son empire au fil des décennies en utilisant, disons, des stratégies qui n'ont pas toujours été complètement éthiques. Corruption de fonctionnaires, pression politique, élimination de concurrents par des méthodes douteuses. Le père d'Alexandre, Henri Saint-Martin, était un homme qui croyait que les affaires étaient une guerre, et dans la guerre, toutes les méthodes étaient valables. Éléonore sentit un froid dans l'estomac. Et qu'ont-ils fait à Victor Dumont? D'abord, ils ont essayé de l'acheter, lui offrant une somme absurde pour son entreprise. Quand Victor a refusé, ils ont commencé le sabotage. Des matériaux de construction qui arrivaient avec des défauts, des inspections surprises sur tous les chantiers, des permis qui étaient révoqués pour des raisons techniques inventées. En 6 mois, Dumont Construction était au bord de la faillite. Éléonore continuait à feuilleter le dossier, trouvant des documents qui montraient la chute vertigineuse de l'entreprise de Victor. Dettes accumulées, procès judiciaires, employés, licenciés, et sa famille. Catherine, son épouse, est tombée malade à cause du stress. Elle a eu une série de problèmes cardiaques que les médecins ont attribués à la nervosité. Leur fille, Isabelle, a dû quitter l'école privée où elle étudiait. Ils ont perdu leur maison, leur voiture, tout. Richard fit une pause, regardant par la fenêtre vers la ville en contrebas. Victor a tout essayé pour sauver l'entreprise. Il est même allé voir Alexandre personnellement, demandant qu'ils arrêtent la persécution, s'offrant à partager le marché, à travailler ensemble. Alexandre n'a même pas voulu le recevoir. Éléonore ferma le dossier, sentant une nausée qui n'avait rien à voir avec la grossesse. Qu'est-il arrivé à la fin? Victor a tout perdu. L'entreprise a fait faillite. Il a été obligé de vendre les équipements pour payer les dettes. Son épouse est morte d'une crise cardiaque 6 mois plus tard, à 42 ans. Victor a disparu de Paris avec sa fille. Personne ne savait où ils étaient allés. Richard se leva et alla vers un petit réfrigérateur dans le coin de la pièce en sortant une bouteille d'eau. « Vous en voulez un peu ?» Éléonore acquiesça positivement, la bouche trop sèche pour parler immédiatement. Quand Richard lui tendit le verre d'eau, elle but quelques gorgées avant de pouvoir demander « Et Alexandre ?» Il connaissait tous ces détails. Alexandre avait 26 ans à l'époque. Il venait d'assumer une position importante dans l'entreprise. Il apprenait encore comment les affaires de la famille fonctionnaient. Son père, Henri, disait que c'était une leçon nécessaire, qu'Alexandre devait comprendre comment on éliminait la concurrence dans le monde réel. Richard retourna à sa chaise, le visage grave. Alexandre a été perturbé par toute la situation, surtout quand il a appris la mort de l'épouse de Victor. Il a essayé de convaincre son père d'arrêter, disant qu'ils étaient déjà allés trop loin, mais Henri n'a pas écouté. Éléonore posa la main sur son ventre, pensant à l'enfant qui grandissait là-dedans, un enfant qui porterait le nom Saint-Martin et tout le bagage qui venait avec. Et Victor est revenu pour se venger. Il a mis 4 ans, dit Richard, ouvrant une autre section du dossier. Il est réapparu il y a 1 an, avec une nouvelle identité d'entreprise, une société de sécurité privée appelée Protection Dumont. Il a commencé à enquêter sur Saint-Martin, cherchant des preuves, des crimes qui ont été commis contre lui. Et il a trouvé beaucoup plus que ce qu'il espérait. Cette nouvelle section du dossier contenait des photographies qui firent Éléonore s'étouffer, des photos d'Alexandre entrant et sortant d'hôtel avec différentes femmes, des photos de lui à des fêtes qui semblaient être des événements privés exclusifs, des photos de réunions dans des lieux qui n'étaient clairement pas des bureaux conventionnels. Victor a découvert les fêtes qu'Alexandre organisait pour faciliter les affaires, expliqua Richard, voyant l'expression de choc sur le visage d'Éléonore. Des fêtes où des entrepreneurs importants rencontraient des accompagnatrices, disons ainsi, ou des contrats. Millionnaires étaient signés après que les bonnes personnes soient chantées avec des photographies compromettantes. Éléonore sentit comme si le monde tournait.
l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui l'avait touché avec tant de passion, la nuit de noces, organisait des orgies pour faire chanter des entrepreneurs. C'est vrai? Richard hésita. C'est vrai que les fêtes avaient lieu. C'est vrai qu'Alexandre y participait, mais il se pencha en avant. Vous devez comprendre le contexte, Éléonore. Alexandre déteste cette partie des affaires de la famille. Il l'a toujours détestée. Mais son père lui a clairement fait comprendre que soit il y participerait, soit il serait déshérité et retiré de l'entreprise. Alexandre a choisi d'y participer parce qu'il croyait qu'il pourrait changer les choses de l'intérieur. Et il a changé. Il essayait. Il y a 2 ans, quand son père est mort d'un cancer, Alexandre a pris le contrôle total de l'entreprise. La première chose qu'il a faite a été d'annuler toutes les fêtes, de licencier les personnes responsables de l'organisation de ces événements, d'essayer de nettoyer l'image de Saint-Martin. Richard soupira. Mais Victor ne savait pas cela quand il a commencé son enquête. Il ne voyait que les preuves des crimes, pas la tentative de changement. Éléonore feuilleta quelques pages supplémentaires, trouvant des documents financiers, des transactions bancaires, des contrats. La complexité de l'opération de vengeance de Victor était impressionnante. Que veut-il exactement? Détruire Alexandre de la même façon qu'il a été détruit. Lui prendre tout ce qui est important. L'entreprise, la réputation, la famille. Et quand Victor a appris votre mariage, il a vu l'opportunité parfaite. Éléonore trouva dans le dossier une série de photographies d'elle, prises à son insu. Des photos d'elle entrant et sortant de l'orphelinat des années auparavant, des photos d'elle à l'école, des photos d'elle marchant dans les rues de Tedsan, Paris, des photographies qui montraient ce que Victor avait enquêté sur chaque aspect de sa vie. Il connaît mon enfance. À l'orphelinat, tout, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Oui, et il a menacé d'utiliser ces informations contre vous si Alexandre ne lui remet pas le contrôle de Saint-Martin. Richard sortit une enveloppe cachetée du dossier. Ceci est la dernière communication que nous avons reçue de Victor. Elle est arrivée hier. Éléonore ouvrit l'enveloppe avec des doigts qui tremblaient légèrement. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier avec quelques lignes dactylographiées. Alexandre Saint-Martin a 48 heures pour transférer toutes ses actions de Saint-Martin à Victor Dumont, où son épouse Éléonore connaîtra le même destin que mon épouse Catherine a connu. Ce n'est pas seulement une menace, c'est une promesse. Éléonore lut le message 3 fois avant de pouvoir le traiter complètement. « Il menace de me tuer ?» Le ton du message le suggère, confirma Richard. C'est pourquoi Alexandre a pris la décision de s'éloigner de vous. Il croit que si vous n'avez pas de contact, si cela semble que le mariage était réellement juste, par convenance, Victor pourrait perdre l'intérêt de vous utiliser comme arme. Éléonore plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Son esprit fonctionnait avec une clarté cristalline, toutes les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. « Richard, dit-elle, sa voix maintenant ferme et décidée, où est Alexandre maintenant? Éléonore, il a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas que vous sachiez... » Richard, elle l'interrompit, « Je suis enceinte de l'enfant d'Alexandre. Cet homme, Victor Dumont, menace de tuer non seulement moi, mais aussi l'enfant que je porte. Vous pensez vraiment que je vais rester assise à attendre que les hommes de ma vie décident de mon destin? » Richard étudia son visage pendant un long moment. « Vous n'êtes vraiment pas ce que nous nous attendions à trouver, » dit-il finalement, un sourire presque imperceptible touchant les coins de sa bouche. « Non, » confirma Éléonore, posant les mains sur son ventre. « Je ne le suis pas. Maintenant, où est mon mari ?» Richard soupira, livrant clairement une bataille intérieure. Il est dans une maison sécurisée à Chamonix, dans la propriété de la famille. Il a engagé une équipe de sécurité privée et travaille avec des enquêteurs pour trouver des preuves qui pourraient incriminer Victor pour d'autres crimes. Éléonore se leva du fauteuil, ajustant son sac sur l'épaule. « Je veux y aller. » Éléonore, ce n'est pas une bonne idée. Alexandre a spécifiquement dit « Richard », elle le coupa à nouveau. Alexandre a pris une décision basée sur la peur. Je comprends pourquoi il l'a fait, et j'admire même l'intention de me protéger. Mais il a pris cette décision sans savoir que je suis enceinte, sans savoir que je suis plus forte que ce que je parais, et sans me donner la chance de participer aux décisions sur ma propre vie. Richard resta silencieux pendant quelques secondes. « Et que comptez-vous faire »
Je compte parler avec mon mari, je compte connaître tous les détails de ce qui se passe, et je compte aider à résoudre cela une fois pour toutes, pour que mon enfant puisse naître dans un monde où il n'a pas besoin de se cacher des ennemis de la famille. Richard prit le téléphone sur le bureau. « Je vais appeler l'équipe de sécurité, les prévenir que vous venez. »« Merci, » dit Éléonore. « Mais d'abord, je veux savoir une chose. Dans vos enquêtes sur Victor Dumont, avez-vous découvert où il est maintenant? Où il habite, ce qu'il fait ?» Richard hésita. « Pourquoi voulez-vous savoir? » « Parce que si nous allons résoudre cela définitivement, nous devons comprendre complètement à qui nous avons affaire. Victor a perdu son épouse, son entreprise, a dû recommencer sa vie avec une petite fille. Il doit être désespéré et les personnes désespérées sont imprévisibles. » Éléonore se pencha sur le bureau de Richard. « Où est sa fille maintenant? Isabelle ?» Richard chercha dans une autre section du dossier. « Isabelle Dumont, 15 ans. Elle étudie dans une école privée à Lyon, vit avec son père dans un appartement loué. Selon nos informations, c'est une adolescente brillante, avec d'excellentes notes, mais qui a eu des problèmes d'adaptation sociale après le déménagement. » Éléonore étudia une photo récente de la jeune fille, une adolescente blonde avec les mêmes yeux clairs que son père, mais avec une expression mélancolique, qu'elle reconnaissait très bien. C'était la même expression qu'elle avait vue dans le miroir pendant les années à l'orphelinat. Elle a perdu sa mère à 11 ans, a dû changer de ville, d'école, de vie, murmura Éléonore. Elle doit se sentir très seule. Éléonore, dit Richard, percevant la direction de ses pensées. Quoi que vous pensiez, c'est dangereux. Victor Dumont n'est pas un homme rationnel en ce moment. Il est consumé par la soif de vengeance. Éléonore plia la photo d'Isabelle et la mit dans son sac. C'est exactement pour cela que nous devons résoudre cela rapidement. Pas seulement pour moi ou pour Alexandre, ou pour l'enfant que je porte, mais pour cette fille aussi. Elle ne mérite pas de grandir avec un père consumé par la haine. Richard finit de passer l'appel à l'équipe de sécurité et se tourna vers Éléonore. « La voiture vous emmènera à Chamonix. Cela prendra environ 2 heures. Alexandre sera surpris de vous voir. » Éléonore sourit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au bureau. Je pense que surpris est un euphémisme pour ce qu'il va être. Mais il est grand temps qu'Alexandre Saint-Martin découvre qu'il s'est marié avec une femme, pas avec une poupée. Alors qu'Éléonore quittait le bureau, Richard l'appela une dernière fois. « Éléonore, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, quelque chose qui pourrait être important. » Elle se retourna pour le regarder. « Quoi? » Dans les enquêtes que nous avons faites sur Victor, nous avons découvert quelque chose sur son passé. Avant d'entrer dans le domaine de la construction civile, il travaillait comme détective privé, spécialisé dans la recherche de personnes disparues, la résolution de cas d'abandon familial. Richard fit une pause significative. Il avait un taux de réussite impressionnant pour réunir des familles séparées. Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Victor Dumont sait comment trouver des personnes qui ne veulent pas être trouvées. Il sait comment découvrir des secrets que les gens essaient de garder enterrés. Richard la regarda directement dans les yeux. « Éléonore, il est possible qu'il sache des choses sur vous, sur votre famille biologique, que vous ne savez même pas vous-même. » Éléonore resta immobile à la porte du bureau, traitant cette information. Durant toute sa vie, elle s'était demandé qui étaient ses parents biologiques, pourquoi elle avait été abandonnée à l'orphelinat, qui étaient les personnes qui lui avaient donné la vie, mais n'étaient pas restées pour l'élever. « Vous pensez qu'il a enquêté sur mes origines ?» demanda-t-elle. « Je pense que Victor Dumont a enquêté sur chaque aspect de votre vie qui pourrait être utilisé contre Alexandre. Et s'il y a des secrets dans votre histoire familiale, il les connaît. » Éléonore acquiesça lentement. Une raison de plus pour résoudre cela rapidement. Quand elle sortit finalement du bâtiment et monta dans la voiture qui l'emmènerait jusqu'à Alexandre, Éléonore sentit comme si elle s'embarquait pour un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Elle regarda par la fenêtre la ville de Paris, avec ses millions d'habitants, ses secrets, ses histoires d'amour et de trahison, et posa la main sur son ventre où son enfant grandissait. « Nous allons trouver ton père, » murmura-t-elle à l'enfant, « et nous allons découvrir une fois pour toutes de quelle famille tu viens. » La voiture commença à se déplacer dans la circulation parisienne, emmenant Éléonore vers les montagnes de Chamonix, où Alexandre se cachait, où des réponses l'attendaient,
et où elle aurait finalement la chance de se battre pour la vie qu'elle voulait construire, au lieu de simplement accepter la vie que d'autres avaient décidé qu'elle devrait avoir. La route sinueuse qui menait à Chamonix traversait les montagnes françaises comme une cicatrice ancienne, révélant des paysages qui changeaient drastiquement à mesure que la voiture montait vers le climat plus froid des Alpes. Éléonore observait par la fenêtre les plantations de pins, les chalets d'architecture alpine qui ponctuaient les versants et le brouillard qui commençait à se former en fin d'après-midi, créant une atmosphère presque fantasmagorique qui correspondait parfaitement à son état émotionnel. Charles, le chauffeur, s'était montré plus communicatif pendant ce voyage, peut-être percevant la tension qui irradiait d'Éléonore ou simplement parce que les instructions de Richard incluaient de la tenir informée de ce qu'elle trouverait dans la maison sécurisée de la famille Saint-Martin. « Madame Éléonore, dit-il quand il restait environ 15 minutes avant d'arriver à destination, Monsieur Alexandre n'est pas comme vous vous souvenez de lui. Ces derniers mois ont été très difficiles pour lui. » Éléonore ajusta le manteau de laine qu'elle avait acheté lors d'un arrêt rapide, le froid de la montagne se faisant déjà sentir même à l'intérieur de la voiture chauffée. « Difficile comment ?» Charles hésita, choisissant clairement ses mots avec soin. Il ne dort pas correctement depuis des semaines. Il passe ses journées à étudier des dossiers sur Victor Dumont, cherchant des vulnérabilités, des moyens de tout résoudre sans que personne ne soit blessé. Et il boit, madame, plus qu'il ne devrait. Éléonore ferma les yeux, imaginant Alexandre consumé par la culpabilité et la peur, essayant de porter seul le poids de la protéger tout en affrontant un ennemi qui connaissait chacun de ses points faibles. Et l'équipe de sécurité? Comment est le dispositif de protection? 4 hommes en tour alterné, tous ex-militaires avec de l'expérience dans la protection de personnalités. La maison a un système d'alarme complet, des caméras sur tout le périmètre, communication directe avec la police locale. Charles regarda dans le rétroviseur pour vérifier s'ils étaient suivis, une habitude qu'il avait développée ces dernières semaines. Mais M. Alexandre insiste pour sortir seul parfois, pour marcher sur les sentiers de la propriété. Il dit qu'il a besoin de réfléchir. Éléonore sentit une pointe d'inquiétude. Seul, c'est sûr? La propriété fait plus de 50 hectares, toute clôturée et surveillée. Mais oui, cela inquiète chacun d'entre nous quand il fait cela. Le portail de la propriété apparut devant eux comme une barrière imposante de fer forgé, flanqué de piliers de pierre qui arboraient le blason de la famille Saint-Martin. L'un des gardes, un homme grand et musclé vêtu d'un costume sombre, s'approcha de la voiture avec la main discrètement positionnée près de l'arme qu'il portait sous sa veste. Après avoir vérifié l'identification de Charles et fait une rapide inspection visuelle d'Éléonore, le garde actionna le portail électronique et fit signe qu'il pouvait continuer. La route interne serpentait à travers des jardins méticuleusement entretenus, passant par un petit lac artificiel où des cygnes glissaient gracieusement sur la surface miroitante de l'eau. La maison principale était une construction imposante, de style alpin français, avec de larges terrasses soutenues par des colonnes de bois sculptées et un toit de tuiles rouges qui contrastait magnifiquement avec les murs blanchis à la chaux. Il y avait quelque chose de simultanément accueillant et intimidant dans cette architecture, comme si la maison avait été témoin de générations d'histoires familiales marquées tant par des moments de bonheur que par des secrets sombres. Quand la voiture s'arrêta devant l'entrée principale, Éléonore put voir à travers les fenêtres éclairées du salon qu'Alexandre était là-dedans, penché sur une table pleine de papiers, un verre de whisky à portée de sa main droite. Même à distance, elle put percevoir que Charles avait raison. Il semblait différent, plus mince, avec une tension dans les épaules qui révélait le poids qu'il portait. Un autre garde, présenté comme François, vint l'accueillir à la porte. C'était un homme d'âge moyen aux manières courtoises, mais aux yeux qui ne perdaient aucun détail de l'environnement alentour. « Madame Éléonore, bienvenue. Monsieur Alexandre est dans la bibliothèque. Dois-je l'avertir de votre arrivée ?» Éléonore secoua la tête. « Non, je préfère le surprendre. Il doit arrêter de prendre des décisions sur ma vie sans me consulter. » François sourit, approuvant clairement son attitude. « Je comprends parfaitement, madame. La bibliothèque est au bout du couloir, dernière porte à droite. » Éléonore marcha dans les couloirs de la maison, admirant les tableaux qui représentaient des générations de la famille Saint-Martin,
des hommes et des femmes à l'expression sérieuse qui semblaient la juger tandis qu'elle passait. Il y avait quelque chose d'oppressant dans ces portraits, comme si chaque personne représentée portait des secrets qui pesaient sur les descendants vivants. Quand elle arriva à la porte de la bibliothèque, Éléonore s'arrêta un moment pour observer Alexandre à travers la fente de la porte entr'ouverte. Il était exactement comme François l'avait dit, penché sur une table pleine de documents, photographies et cartes. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés, et son large dos était courbé d'une façon qui suggérait des heures passées dans cette même position. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre, comme s'il avait passé ses mains dans les mèches à plusieurs reprises, et Éléonore put voir qu'une barbe de plusieurs jours avait poussé, lui donnant un air encore plus masculin et dangereux. Quand il se tourna légèrement pour prendre le verre de whisky, Éléonore aperçut son profil et sentit son cœur s'accélérer exactement comme lors de la nuit du mariage. Même fatigué, même visiblement stressé, Alexandre était encore l'homme le plus attirant qu'elle ait jamais vu de sa vie. Éléonore respira profondément, posa la main sur son ventre dans un geste qui devenait automatique et ouvrit la porte de la bibliothèque. Le bruit de la porte qui s'ouvrait fit Alexandre lever la tête immédiatement. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens, le verre de whisky qu'il tenait glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en bois, répandant du liquide ambré et des éclats de verre autour de ses pieds. « Éléonore, dit-il, et sa voix sortit comme un murmure rauque, chargé de surprise, soulagement, peur et une émotion qu'elle ne put identifier complètement. « Que fais-tu ici? Je découvre des vérités que tu as pensé que je n'avais pas besoin de connaître, » répondit-elle, fermant la porte derrière elle et s'approchant de la table. « Je prends des décisions sur ma propre vie au lieu de laisser les hommes autour de moi décider pour moi. » Alexandre se leva lentement, ignorant les éclats de verre à ses pieds, ses yeux parcourant le corps d'elle d'une façon qui fit Éléonore se rappeler vivement l'intimité qu'ils avaient partagée des mois auparavant. Quand son regard s'arrêta sur la région du ventre, où le manteau ouvert révélait les premières courbes de la grossesse, Alexandre devint pâle. « Éléonore, dit-il à nouveau, cette fois avec une voix qui tremblait légèrement. « Tu es enceinte, compléta-t-elle, en levant son manteau et le posant sur une chaise proche. La robe qu'elle portait, un modèle simple mais élégant, moulait parfaitement les changements que la gestation produisait dans son corps. « De 4 mois, de ton enfant. » Alexandre resta immobile pendant un long moment, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Ses yeux se fixèrent sur le ventre d'elle, et Éléonore put voir une séquence d'émotions passer sur son visage. Surprise, peur, quelque chose qui ressemblait à de la joie, et puis une angoisse profonde. « Pourquoi ? » « Ne m'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, se déplaçant finalement pour contourner la table et s'approcher d'elle, mais s'arrêtant à quelques pas de distance, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de s'approcher davantage. « Quand aurais-je dû te le dire ?» rétorqua Éléonore, croisant les bras sur sa poitrine. « Tu as disparu le lendemain matin de notre mariage. Tu as laissé un mot disant que c'était une erreur, et tu as disparu pendant 4 mois. Exactement quand aurais-je dû partager cette information avec toi ?» Alexandre passa une main dans ses cheveux, un geste de nervosité dont Éléonore se souvenait qu'il faisait pendant la cérémonie de mariage. « J'essayais de te protéger. Victor Dumont a menacé. »« Je sais à propos des menaces de Victor Dumont, » l'interrompit Éléonore. « Je sais à propos de son entreprise que vous avez détruite, à propos de son épouse qui est morte, à propos de sa fille adolescente qu'il élève seule. Je sais à propos des fêtes que tu organisais pour faire chanter des entrepreneurs, à propos des méthodes douteuses que ta famille utilisait dans les affaires. Richard m'a tout raconté. » Alexandre ferma les yeux, clairement mortifié qu'Éléonore y a découvert les fêtes. « Les fêtes, Éléonore, je peux expliquer. »« Tu n'as pas besoin d'expliquer, » dit-elle, le surprenant. « Richard m'a déjà expliqué que tu détestais ces fêtes, que tu y participais seulement parce que ton père t'y forçait, et que la première chose que tu as faite quand tu as pris le contrôle de l'entreprise a été de tout annuler. » Éléonore fit un pas vers lui. « Ce que tu dois expliquer, c'est pourquoi tu as pensé que j'étais trop faible pour affronter la vérité avec toi. » Alexandre ouvrit les yeux, et Éléonore vit en eux une vulnérabilité qu'il permettait rarement à quiconque de voir.
Parce que j'ai déjà perdu des personnes que j'aimais avant, Éléonore. Parce que je sais de quoi Victor Dumont est capable quand il veut se venger. Et parce que... Il hésita, luttant clairement pour trouver les mots justes. Parce que la nuit de notre mariage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie, et cela m'a terrifié. Éléonore sentit son cœur s'accélérer. Qu'as-tu ressenti? Alexandre fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. De l'amour, dit-il simplement, de l'amour véritable, désespéré, du genre qui fait qu'un homme veut protéger la femme aimée, même si cela signifie la perdre. Éléonore leva une main et toucha son visage, sentant la barbe de plusieurs jours frotter contre sa peau. « Alexandre, dit-elle doucement, je n'ai pas besoin d'être protégée. J'ai besoin d'être incluse. J'ai besoin d'être traitée comme ta partenaire, pas comme une enfant qui doit être tenue à l'écart des problèmes des adultes. » Alexandre couvrit la main d'elle avec la sienne, fermant les yeux et s'inclinant vers la caresse. « Quand as-tu découvert que tu étais enceinte? Richard m'a appelé juste après que tu sois sortie de son bureau. Et quelle a été ta réaction? » Alexandre ouvrit les yeux et la regarda directement. Terreur absolue, joie indescriptible, culpabilité dévastatrice, tout en même temps. Il posa sa main libre sur le ventre d'elle, la touchant avec une révérence presque religieuse. Notre enfant grandit là-dedans. Notre fille, corrigea Éléonore. Je suis sûr que c'est une fille. Alexandre sourit pour la première fois depuis qu'Éléonore était entrée dans la bibliothèque, un sourire véritable qui transforma complètement son visage. Comment le sais-tu? Intuition féminine, répondit Éléonore, couvrant la main de lui avec la sienne sur son ventre. Et parce que cet enfant est déjà têtu comme sa mère. Seule une fille serait capable de causer tant de nausées dès les premiers mois. Alexandre rit, un son bas et rauque qui fit Éléonore se rappeler à quoi ressemblait sa voix quand il chuchotait à son oreille la nuit de noces. Si elle a hérité de ton entêtement, nous aurons des problèmes. Nous aurons une fille. Forte, indépendante, qui n'acceptera pas que les hommes de sa vie prennent des décisions pour elle sans la consulter d'abord, dit Éléonore, regardant directement dans ses yeux. Exactement comme je ne l'accepte pas. Alexandre redevint sérieux. Éléonore, tu ne comprends pas le danger réel que Victor représente. Il n'est pas seulement un entrepreneur en faillite cherchant vengeance. Il a engagé des professionnels, des personnes qui savent comment causer de la douleur sans laisser de traces. Le dernier message que nous avons reçu de lui... J'ai vu le message, l'interrompit Éléonore. Richard me l'a montré. Victor a menacé de me tuer si tu ne lui remets pas l'entreprise. Elle fit une pause, étudiant l'expression de surprise sur le visage d'Alexandre. Mais il y a quelque chose que Richard a mentionné qui pourrait être important. Victor travaillait comme détective privé avant d'entrer dans le domaine de la construction, spécialisé dans la réunion de familles séparées. Alexandre fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Richard pense que Victor pourrait avoir enquêté sur mes origines, qu'il pourrait savoir des choses sur ma famille biologique que même moi je ne sais pas. Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. Alexandre, et si mon mariage avec toi n'était pas juste une coïncidence, et si quelqu'un m'avait dirigé vers ta vie intentionnellement? Alexandre pâlit. Que veux-tu dire? Éléonore s'éloigna légèrement de lui et commença à marcher dans la bibliothèque, essayant d'organiser ses pensées. Réfléchis bien. Comment m'as-tu trouvé? Comment as-tu su de mon existence? Alexandre la suivit du regard. Richard a dit qu'il avait trouvé une candidate idéale pour le mariage de convenance. Une jeune orpheline, sans famille, pour poser des questions sans ambitions financières évidentes, avec une éducation religieuse qui garantirait la discrétion. Et tu n'as pas demandé comment il m'avait trouvé spécifiquement? Alexandre s'arrêta, percevant clairement la direction de son raisonnement. Non, je n'ai pas demandé. J'étais plus préoccupé à résoudre la situation avec les investisseurs qu'à vérifier les détails. Éléonore arrêta de marcher et se tourna vers lui. Alexandre, j'ai besoin que tu me racontes tout sur comment ce mariage a été arrangé. Chaque détail, chaque conversation que tu as eue avec Richard, chaque information qui a été fournie sur moi. Alexandre alla vers une étagère et en retira un dossier qu'Éléonore n'avait pas remarqué auparavant. J'ai tout ici. Richard m'a donné un dossier complet sur toi avant le mariage. Éléonore prit le dossier des mains de
Lui, elle l'ouvrit sur la table, poussant les éclats de verre sur le côté. À l'intérieur, il y avait des photographies d'elle, des documents de l'orphelinat, son dossier scolaire, des rapports psychologiques des sœurs, tout méticuleusement organisé. C'est très détaillé pour une recherche occasionnelle d'une épouse de convenance, murmura-t-elle, étudiant les documents. Richard aurait dû engager des enquêteurs professionnels pour obtenir certaines de ces informations. Dans l'une des pages, Éléonore trouva quelque chose qui la fit s'arrêter complètement. C'était un acte de naissance, mais pas celui qu'elle connaissait. Cet acte avait des noms qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Alexandre, dit-elle, sa voix sortant comme un murmure, sur l'acte de naissance que je connais, dans le champ des parents, il est écrit « inconnu ». Mais sur cette copie que Richard a obtenue, il y a des noms. Alexandre s'approcha et lut par-dessus son épaule. Hélène Châtelain-Saint-Martin et... Mon Dieu! Éléonore sentit comme si le monde avait cessé de tourner. Dans le champ du père était écrit « Édouard Dumont-Saint-Martin ». « Dumont », répéta-t-elle, regardant Alexandre avec des yeux écarquillés. Comme dans Victor Dumont. Alexandre prit le certificat des mains d'elle, étudiant le document avec soin. « Éléonore, cela pourrait signifier que toi et Victor êtes parents, que tout ce mariage était un piège, » compléta Éléonore, sentant une nausée qui n'avait rien à voir avec la grossesse. « Victor ne cherche pas seulement à se venger de toi, il utilise sa propre famille pour cela. » Alexandre posa le document sur la table et prit Éléonore dans ses bras, comme s'il essayait de la protéger d'une vérité qui avait déjà été révélée. « Nous ne savons pas si c'est vrai. Cela pourrait être un faux. Cela pourrait être une coïncidence de noms. » Éléonore s'écarta légèrement de lui, posant les mains sur son ventre. « Alexandre, notre fille pourrait être la petite fille de Victor Dumont. L'homme qui veut nous détruire pourrait être mon grand-père. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, le bruit de pas rapides dans le couloir fit les deux regarder vers la porte. François, le garde, apparut à l'entrée de la bibliothèque avec une expression tendue. « Monsieur Alexandre, nous avons un problème. Victor Dumont est au portail principal, disant qu'il est venu chercher la petite fille qu'il n'a jamais connue. » Éléonore sentit comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe s'étaient emboîtées d'un seul coup, formant une image qu'elle n'était pas préparée à voir. « Il sait que je suis ici, » dit-elle. « Il sait pour la grossesse. Il sait que... Nous avons découvert la vérité sur mes origines. » Alexandre se déplaça pour se mettre entre Éléonore et la porte, ses instincts protecteurs activés. « François, combien d'hommes a-t-il amené ? » ?»« Il est venu seul, monsieur, mais il y a une adolescente avec lui, blonde, environ 15 ans. » Éléonore et Alexandre se regardèrent. « Isabelle, dit Éléonore, il a amené sa fille. » Alexandre hésita. Pourquoi amènerait-il sa propre fille à une confrontation? Éléonore commença à marcher vers la porte. Parce qu'il n'est pas venu pour une confrontation. Il est venu pour une réunion de famille. Éléonore, non. Alexandre la retint par le bras. Cela pourrait être un piège. Éléonore le regarda avec une détermination qu'Alexandre reconnut, la même détermination qu'elle avait démontrée quand elle avait décidé de le retrouver. « Alexandre, si Victor Dumont est vraiment mon grand-père, si Édouard Saint-Martin était mon père, alors toute cette guerre a été construite sur un mensonge. Victor a détruit sa propre famille sans le savoir. » Alexandre étudia son visage, voyant la résolution inébranlable dans ses yeux. « Et si tu te trompes? Et si c'était vraiment un piège ?» Éléonore posa ses mains sur les siennes. « Alors, nous l'affronterons ensemble, comme mari et femme, comme partenaires. Ne me laisse pas en dehors de cette décision, Alexandre. Notre fille mérite de naître dans un monde où il n'y a pas de guerres inutiles entre personnes qui devraient s'aimer. » Alexandre ferma les yeux un moment, livrant clairement une bataille intérieure. Quand il les ouvrit, Éléonore vit en eux la même détermination qu'elle ressentait. « D'accord, dit-il, mais nous allons faire cela de la bonne façon, avec toute l'équipe de sécurité présente, avec des enregistreurs allumés, avec toutes les précautions possibles. » Éléonore sourit, se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Merci de me faire confiance. »« Merci de m'apprendre que faire confiance peut en valoir la peine, » répondit Alexandre, rendant le baiser avec une intensité qui parlait de mois de nostalgie réprimée. Quand ils se séparèrent, Éléonore posa la main sur son ventre.
Notre fille va naître dans une famille pleine de complications, mais au moins ce sera une famille qui lutte ensemble. » Alexandre posa sa main sur la sienne. « Et elle sera aimée, inconditionnellement. » François toussa discrètement à la porte. « Monsieur Alexandre, que dois-je dire à Monsieur Dumont ?» Éléonore et Alexandre échangèrent un dernier regard. « Dites que nous descendons pour parler, » dit Éléonore. « Et François ?»« Oui, madame ?»« Préparez du thé pour 4 personnes. Si nous allons avoir une réunion de famille, qu'elle soit civilisée. » Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le salon où Victor Dumont les attendait, Éléonore sentit qu'elle était sur le point de découvrir des vérités qui changeraient non seulement sa vie, mais offriraient peut-être aussi la possibilité de guérir des blessures qui avaient saigné pendant des années en silence. Le TG, salon de la demeure Saint-Martin, avait été le théâtre d'innombrables réunions d'affaires au fil des décennies, où des contrats millionnaires furent signés et des destins décidés avec la froideur calculatrice caractéristique des affaires familiales. Mais cet après-midi d'hiver à Chamonix, alors que le feu crépitait dans la cheminée de pierre et que le thé fumait dans les tasses de porcelaine, l'atmosphère était chargée d'une tension émotionnelle qui transcendait toute négociation commerciale. Victor Dumont était assis dans l'un des fauteuils en cuir, ses grandes mains calleuses contrastant avec la délicatesse de la tasse qu'il tenait. À 52 ans, il maintenait la posture droite et le port imposant qui avait fait de lui un entrepreneur respecté avant sa chute, mais Éléonore pouvait voir les lignes de fatigue autour de ses yeux clairs, la même teinte de bleu qu'elle reconnaissait quand elle se regardait dans le miroir. À côté de lui, Isabelle Dumont semblait encore plus jeune que ses 15 ans, recroquevillée sur le canapé, comme si elle voulait disparaître de l'environnement. Ses cheveux blonds étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle portait des vêtements qui n'étaient clairement pas neufs, mais impeccablement propres et bien entretenus. Éléonore reconnut en elle la même expression de vulnérabilité déguisée qu'elle avait portée durant les années à l'orphelinat. Alexandre se tenait debout près de la cheminée, une position qui lui permettait d'observer tant Victor que les 2 sorties de la pièce, ses instincts protecteurs clairement activés. Les gardes François et Charles étaient discrètement positionnés dans les coins de la pièce, prêts à agir si nécessaire, mais essayant de maintenir l'apparence d'une réunion familiale civilisée. Éléonore occupait le fauteuil diagonalement, opposé à Victor, ses mains entrelacées sur son ventre, où les premiers mouvements du bébé commençaient à se faire sentir comme des papillons timides. Le silence qui suivit les salutations formelles était dense, chargé de décennies de secrets non révélés et de blessures mal cicatrisées. Ce fut Victor qui finalement brisa le silence, sa voix grave et posée révélant une éducation raffinée, qui contrastait avec la rudesse qu'Éléonore avait imaginé trouver chez un homme consumé par la vengeance. « Éléonore, dit-il, prononçant son nom avec une familiarité qui la fit frémir, « tu as les yeux de ta grand-mère. » Hélène avait toujours ces mêmes yeux verts, capables de voir à travers les personnes comme si elle pouvait lire leurs âmes. Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. « Vous avez connu ma grand-mère. » Victor sourit, mais ce fut un sourire mélancolique, chargé de nostalgie et de douleur. « J'ai connu Hélène Châtelain avant qu'elle n'épouse mon frère Édouard. C'était la plus belle femme de Paris, courtisée par la moitié des jeunes de la haute société. Mais elle a choisi Édouard, le frère cadet, le rêveur qui voulait construire un empire honnête au lieu d'en hériter un déjà taché de sang. » Alexandre fit un pas en avant, sa voix tendue. « Votre frère. » « Édouard Dumont Saint-Martin, » confirma Victor, regardant directement Alexandre. « Mon frère cadet qui a changé son nom quand il s'est marié avec Hélène, adoptant le nom d'elle parce qu'il voulait s'éloigner de la famille Dumont. Il pensait que notre père avait fait des choix discutables dans les affaires. Il voulait commencer une lignée propre. » Éléonore sentit comme si le monde tournait autour d'elle. « Alors vous êtes vraiment mon grand-père ?»« Oui, » dit simplement Victor. Et elle, il tendit la main vers Isabelle. « Et ta tante, Isabelle, dis bonjour à ta nièce Éléonore. » Isabelle leva les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, étudiant le visage d'Éléonore avec une intensité qui révélait une intelligence au-delà de son âge. « Tu es vraiment ma nièce ?» demanda-t-elle, sa jeune voix chargée d'un espoir prudent. Éléonore sourit, sentant une connexion instantanée avec l'adolescente. « Apparemment oui, et tu vas être la tante d'une petite fille qui n'est même pas encore née. » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent,
Et pour la première fois, Éléonore vit un sourire sincère sur le visage de la jeune fille. « Je vais avoir une nièce bébé ?»« Dans environ 5 mois, confirma Éléonore, posant la main sur son ventre. « Si tu veux, tu peux la sentir bouger. » Alexandre intervint, sa voix chargée de méfiance. « Victor, si Éléonore est vraiment votre petite fille, pourquoi avez-vous passé les derniers mois à menacer de la tuer? Pourquoi avez-vous orchestré cette vengeance contre ma famille en sachant que vous mettiez votre propre famille en danger ?» Victor posa la tasse de thé sur la table latérale et se pencha en avant, ses mains entrelacées. « Parce que je ne savais pas, Alexandre. Je ne savais pas qu'Hélène avait eu une fille avant de mourir. Je ne savais pas qu'Édouard avait laissé des descendants. Je pensais que toute ma famille était morte avec eux. » Éléonore sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Qu'est-il arrivé à mes parents? Le visage de Victor se durcit et Éléonore put voir la douleur crue qu'il avait portée pendant des décennies. « Ta grand-mère Hélène est morte en couche quand ta mère Cécile est née. Édouard ne s'est jamais complètement remis. De la perte, il a élevé Cécile seule avec l'aide de quelques domestiques. Quand Cécile a grandi et s'est mariée avec un jeune homme nommé Robert Châtelain, Édouard était heureux parce qu'il voyait enfin la possibilité de petits-enfants, de continuité pour la famille. Robert Châtelain. Éléonore reconnut le nom de famille immédiatement. Robert, comme l'avocat de la famille Saint-Martin. Alexandre pâlit. Ça ne peut pas être une coïncidence. Victor secoua négativement la tête. Ce n'est pas une coïncidence, Alexandre. Richard Mercier, l'avocat de votre famille, est le veuf de ma nièce Cécile. C'est l'homme qui a abandonné Éléonore dans un orphelinat après que sa femme soit morte en couche. Le silence qui suivit fut assourdissant. Éléonore sentit comme si toutes les pièces de sa vie avaient été réorganisées dans une configuration complètement nouvelle, révélant des connexions qu'elle n'avait jamais imaginées. « Richard savait qui j'étais », murmura-t-elle, la réalisation la frappant comme un coup de poing à l'estomac. Quand il a arrangé mon mariage avec Alexandre, il savait exactement qui j'étais. Alexandre commença à marcher dans la pièce, clairement agité. Cela signifie que Richard a tout manipulé depuis le début. Le mariage, les menaces, toute cette situation. Victor acquiesça gravement. Richard Mercier travaille pour la famille Saint-Martin depuis plus de 20 ans. Il connaît tous les squelettes dans le placard, toutes les opérations douteuses, tous les crimes qui ont été commis au fil des décennies. Quand ton père, Henri, a décidé de détruire mon entreprise, c'est Richard qui a fourni les informations légales nécessaires pour les sabotages. Éléonore se leva brusquement, une colère froide grandissant dans sa poitrine. Il a utilisé la mort de sa propre épouse, mon abandon, toute ma vie comme pièce dans un jeu qui durait depuis des décennies. Pire encore, continua Victor, quand Richard a découvert que j'enquêtais sur la famille Saint-Martin, quand il a su que j'avais engagé des détectives privés pour rassembler des preuves des crimes, il a décidé de se protéger en créant une situation où je me détruirais. Tout seul, Alexandre s'arrêta de marcher. Comment ça? Il savait que si je découvrais qu'Éléonore était ma petite fille, qu'elle avait été élevée dans un orphelinat à cause de son abandon à lui, qu'elle s'était mariée avec un Saint-Martin, dans le cadre d'une manipulation de sa part, je deviendrais fou de rage. Et un homme fou de rage commet des erreurs, laisse des preuves, s'expose de manière qu'un enquêteur expérimenté ne ferait jamais. Éléonore sentit la nausée monter dans son estomac. Alors les menaces contre moi étaient réelles, admit Victor, mais ne venaient pas de moi. Elles venaient de Richard. Il utilisait mon nom, ma réputation, pour vous effrayer et vous garder séparés pendant qu'il trouvait un moyen de se débarrasser de moi définitivement. Isabelle, qui était restée silencieuse pendant toute cette révélation, parla finalement. « Papa, raconte-leur pour les lettres. » Victor regarda sa fille avec affection, clairement fier de son intelligence. « Isabelle a découvert quelque chose d'important pendant que je me concentrais sur l'enquête. Raconte-leur, ma fille. » Isabelle se redressa sur le canapé, gagnant en confiance. « Pendant que mon père enquêtait sur la famille Saint-Martin, j'ai commencé à enquêter sur Richard Mercier. J'ai trouvé d'anciennes correspondances chez lui, des lettres qu'il échangeait avec d'autres personnes à propos d'Éléonore. Éléonore sentit son cœur s'accélérer. Quel genre de lettres? Des lettres où il prévoyait de t'utiliser comme moyen de contrôler Alexandre, expliqua Isabelle, sa voix gagnant en force. Il savait que si Alexandre tombait vraiment amoureux de toi, il aurait un point faible qui pourrait être exploité.
Mais si vous restiez séparés par peur des menaces, Alexandre serait émotionnellement dévasté et serait plus facile à manipuler dans les affaires. Alexandre s'approcha d'Éléonore, posant la main sur son épaule. Il jouait avec nos vies comme si nous étions des pièces d'échecs. Pire, dit Victor, il était prêt à sacrifier sa propre belle-fille pour garder ses secrets en sécurité. Quand il a su qu'Éléonore était enceinte, Richard a paniqué. Un enfant signifierait que vous auriez une raison encore plus forte de rester ensemble, d'enquêter sur le passé, de découvrir la vérité. Éléonore posa les 2 mains sur son ventre, un geste protecteur instinctif. Que compte-t-il faire? Isabelle ouvrit un petit sac qu'elle portait et en sortit une enveloppe cachetée. Cette lettre est arrivée pour mon père hier. Elle est de Richard, fixant une rencontre pour ce soir. Victor prit la lettre de sa fille et la remit à Alexandre. Richard veut me rencontrer dans un lieu isolé, soi-disant pour négocier une trêve. Mais Isabelle a découvert qu'il a engagé des mercenaires pour m'éliminer pendant cette rencontre. Alexandre lut rapidement la lettre, son expression devenant de plus en plus sombre. Il essaie d'éliminer tous les témoins. S'il parvient à tuer Victor et à faire croire que c'était un accident, il peut continuer à manipuler notre famille indéfiniment. Éléonore sentit une colère croissante brûler dans sa poitrine. Richard avait détruit son enfance, manipulé sa vie adulte, mis en danger son mariage et maintenant menaçait sa famille. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Nous ne le laisserons pas, dit Alexandre, prenant son téléphone de sa poche. Je vais appeler la police, le ministère public, tous les organismes nécessaires. Victor secoua la tête. Alexandre, Richard a des contacts partout. Juge, procureur, commissaire. Il travaille avec votre famille depuis 2 décennies. Il connaît tous les systèmes de corruption. Il a des dossiers sur des personnes importantes. Si nous essayons d'utiliser les canaux officiels, il va s'échapper. Éléonore se leva et commença à marcher dans la pièce, son cerveau fonctionnant rapidement. Alors nous devons être plus intelligents que lui. Alexandre l'observa avec inquiétude. Éléonore, à quoi penses-tu? Je pense que Richard s'attend à trouver un Victor Dumont seul, désespéré, facile à éliminer, dit-elle, s'arrêtant, devant la cheminée. Mais et si, au lieu de cela, il trouvait une famille réunie, avec des preuves de tous ses crimes et avec une confession enregistrée? Victor se pencha en avant, intéressé. Continue. Éléonore regarda chaque personne dans la pièce. Victor va au rendez-vous comme prévu, mais pas seul. Alexandre et moi serons cachés à proximité, avec des équipements d'enregistrement. Isabelle restera ici avec l'équipe de sécurité, mais connectée par radio. Quand Richard arrivera et commencera à parler, nous enregistrerons tout. Alexandre secoua vigoureusement la tête. Éléonore, tu es enceinte. Je ne vais pas te permettre de te mettre en danger. Alexandre. Éléonore se tourna vers lui, sa voix ferme. Cet homme a détruit ma famille, manipulé ma vie, menacé notre fille. Je ne vais pas rester assise pendant que vous résolvez cela sans moi. De plus, elle sourit, Richard ne s'attendra pas à ce que je sois là. Il baissera sa garde, peut-être avouera-t-il des choses qu'il n'avouerait pas s'il savait que je l'écoute. Victor étudia Éléonore avec un nouveau respect. Elle a raison, Alexandre. Et en plus, Richard a un point faible que nous pouvons exploiter. Lequel? La culpabilité, dit simplement Victor. Il a abandonné Éléonore quand elle était bébé, a permis qu'elle grandisse dans un orphelinat alors qu'il aurait pu élever la fille de la femme qu'il aimait. Cette culpabilité le ronge depuis des années. Si Éléonore est là, s'il voit ce qu'elle est devenue malgré son abandon, il peut perdre le contrôle émotionnel. Éléonore posa sa main sur celle d'Alexandre. « Fais-moi confiance. Fais-nous confiance. Notre fille mérite de naître dans un monde où il n'y a pas de mensonges et de manipulation familiale. » Alexandre la regarda dans les yeux pendant un long moment, livrant clairement une bataille intérieure. Finalement, il soupira. « D'accord, mais nous faisons cela à ma façon. Équipement de sécurité complet, équipe de soutien, plan de fuite si quelque chose tourne mal. » Isabelle, qui avait suivi toute la conversation avec des yeux brillants d'excitation, leva timidement la main. « Je peux suggérer quelque chose ?» Tous se tournèrent vers elle. « Bien sûr, dit Éléonore, souriant à l'adolescente. « Richard ne sait pas que j'existe, n'est-ce pas? Que mon père a une fille. » Quand tous acquiescèrent, d'Isabelle continua. « Et si j'allais au rendez-vous aussi? Cachée, bien sûr, mais présente. Si Richard tente quelque chose contre mon père,
Je peux créer une diversion, crier à l'aide, quelque chose comme ça. » Victor secoua immédiatement la tête. « Isabelle, c'est trop dangereux. »« Papa, » dit-elle, se levant et allant vers lui, « pendant 4 ans, tu as porté seul le poids de la vengeance, de la douleur, de la colère. Tu as laissé cela consumer notre vie, notre bonheur. Maintenant, nous avons enfin trouvé une famille, trouvé des personnes qui tiennent à nous. » Elle regarda Éléonore. « Je veux aider à protéger ma famille. » Éléonore sentit des larmes piquer ses yeux. La détermination dans la voix d'Isabelle, le courage d'une adolescente qui avait tant perdu mais était encore capable de se battre pour les personnes qu'elle aimait, toucha profondément son cœur. « Isabelle, » dit-elle doucement, « si nous allons faire cela, nous le faisons ensemble, comme une famille. » Alexandre regarda autour de la pièce. Ces personnes qui, quelques heures auparavant, étaient des inconnus ou des ennemis, et qui maintenant se révélaient être de la famille. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais nous suivons un plan détaillé, avec toutes les précautions possibles, et au premier signe de danger réel, tout le monde sort de là. » Victor se leva et tendit la main à Alexandre. « Merci de nous faire confiance. » Alexandre serra fermement sa main. « Merci de ne pas avoir renoncé à découvrir la vérité. » Éléonore observa les deux hommes se saluer, pensant à combien la vie pouvait prendre des tournants inattendus. Il y a quelques heures, ils étaient des ennemis mortels. Maintenant, ils étaient une famille, unis par une cause commune et par un enfant qui n'était même pas encore né mais changeait déjà le destin de tous. « Eh bien, » dit-elle, posant la main sur son ventre, « notre fille aura quelques histoires. Intéressantes à raconter quand elle grandira. » Isabelle rit, un son jeune et musical qui apporta de la légèreté à l'ambiance tendue. Ce sera l'enfant la plus protégée de France, avec un père entrepreneur, un grand-père détective et une tante adolescente spécialiste en découverte de secrets. Éléonore sourit, sentant pour la première fois depuis des mois que peut-être, juste peut-être, tout pourrait bien se terminer. Alors qu'il commençait à planifier les détails de la confrontation avec Richard, Éléonore regarda par la fenêtre vers les montagnes de Chamonix, où le soleil commençait à se coucher entre les pins, peignant le ciel de tons dorés et rosés. C'était une fin d'après-midi magnifique, tranquille, qui contrastait dramatiquement avec la tempête émotionnelle qui avait marqué les derniers mois de sa vie. Mais, pour la première fois depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, Éléonore sentait qu'elle était exactement où elle devait être, entourée de personnes qui tenaient vraiment à elle, luttant à leur côté pour un avenir meilleur pour tous. La nuit promettait d'être longue et dangereuse, mais Éléonore ne ressentait pas de peur. Elle ressentait de la détermination, de la force, et une certitude croissante que sa fille naîtrait dans une famille qui, malgré toutes les complications et les drames, était unie par l'amour et la loyauté mutuelle. Et cela, pensa Éléonore, tandis qu'Alexandre expliquait les détails du plan de sécurité, valait tous les risques qu'il devrait affronter. Le brouillard nocturne descendait sur les montagnes de Chamonix comme un manteau fantomatique enveloppant la vieille scierie, abandonnée où Richard avait fixé le rendez-vous avec Victor. Le lieu, situé à environ 15 km de la propriété des Saint-Martin, avait été choisi stratégiquement pour son emplacement isolé et la difficulté d'accès, entouré de chemins de terre qui serpentaient entre des pins centenaires. Éléonore ajusta l'oreillette presque invisible que François avait fournie, testant la communication avec l'équipe pour la 3e fois en 5 minutes. Elle était cachée derrière un groupe d'arbres à environ 100 mètres de l'entrée principale de la scierie, vêtue de vêtements sombres qu'Alexandre avait insisté pour qu'ils soient par balles, malgré ses protestations concernant le poids supplémentaire compte tenu de son état. Test audio, Éléonore m'entend-elle? La voix d'Alexandre arriva claire à travers le petit dispositif. Forte et claire, murmura-t-elle en réponse, posant la main sur son ventre, où le bébé avait été particulièrement actif durant tout l'après-midi, comme si elle pressentait la tension qui flottait dans l'air. Alexandre était positionné du côté opposé de la clairière, caché dans une ancienne tour d'observation qui offrait une vue complète de la scierie. Son expérience militaire des temps de jeunesse, quand il avait brièvement servi dans l'armée avant de reprendre les affaires de la famille, se révélait maintenant utile pour coordonner cette opération délicate. « Victor, confirmez votre position », parla Alexandre dans la radio. «
Je suis à 200 mètres de l'entrée attendant l'heure convenue, vint la réponse calme de Victor. Richard devrait arriver à tout moment. Isabelle, suivant le plan qu'ils avaient méticuleusement tracé durant les 3 heures précédentes, était cachée à l'intérieur même de la scierie, dans la mezzanine supérieure qui offrait une vue privilégiée du rez-de-chaussée où la rencontre aurait lieu. Malgré son âge, l'adolescente avait démontré un courage et une détermination qui avaient impressionné même les gardes expérimentés. « Isabelle, comment est ta position ?» demanda doucement Éléonore. « Parfaite. Je peux voir toute la zone principale. J'ai l'enregistreur positionné et la caméra vidéo cachée derrière les poutres anciennes, » répondit Isabelle, sa voix ne révélant qu'un léger tremblement, qui trahissait la nervosité naturelle d'une jeune fille de 15 ans, sur le point de participer à une opération qui pourrait déterminer le destin de sa famille. Éléonore ferma les yeux un moment, respirant profondément pour calmer ses nerfs. Le bébé bougea à nouveau et elle posa ses 2 mains sur son ventre, murmurant doucement « Calme-toi, ma fille. Maman va tout résoudre pour que tu puisses naître en paix. » Le bruit d'un moteur qui s'approchait mit tout le monde en alerte maximale. Éléonore ouvrit les yeux et vit à travers les branches des arbres les phares d'une berline sombre traversant le sentier de terre qui menait à la scierie. Même à distance, elle put reconnaître la silhouette familière de Richard Mercier, au volant. « Cible confirmée », informa Alexandre à travers la radio. « Richard est arrivé seul, du moins en apparence. » Éléonore observa, tandis que Richard garait la voiture près de l'entrée de la scierie et sortait du véhicule. Même dans la pénombre créée par les phares, elle put voir qu'il portait une mallette en cuir et semblait tendu, regardant répétitivement autour de lui comme s'il s'attendait à une embuscade. Richard Mercier, l'homme qui avait façonné, indirectement toute sa vie par ses manipulations, semblait plus petit et plus fragile qu'Éléonore ne l'avait imaginé. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre. Ses vêtements habituellement impeccables montrèrent des signes de stress, et il se déplaçait avec la rigidité de quelqu'un qui avait mal dormi pendant des semaines. « Victor, vous pouvez commencer. »« À vous approcher, » instruisit Alexandre. « Souvenez-vous, nous voulons qu'il avoue tout avant que nous n'essayions quoi que ce soit. » Victor émergea de la forêt, marchant lentement vers la scierie, ses mains clairement visibles pour montrer qu'il n'était pas armé. Quand Richard le vit, l'avocat se détendit légèrement, mais Éléonore put percevoir qu'il gardait une main près de la poche intérieure de sa veste. « Richard », dit Victor quand il arriva à une distance d'environ 5 mètres, sa voix portant l'autorité naturelle d'un homme habitué à commander. « Merci d'avoir accepté cette rencontre. » Richard ajusta la mallette dans sa main gauche, gardant la droite libre. « Victor, je dois admettre que j'ai été surpris par votre invitation. Je pensais qu'après tout ce qui s'est passé, notre prochaine conversation serait dans un tribunal. » Éléonore ajusta sa position derrière les arbres, obtenant une meilleure vue des 2 hommes. À travers l'oreillette, elle pouvait parfaitement entendre tout ce qui se disait, grâce au microphone directionnel que François avait stratégiquement positionné autour de la clairière. « Peut-être que ce sera encore dans un tribunal, » répondit Victor, croisant les bras sur sa poitrine. « Mais avant cela, je pense que vous me devez quelques explications, en commençant par Éléonore. » Richard devint visiblement tendu en entendant le nom. « Éléonore, qu'a-t-elle à voir là-dedans? » « Vous savez très bien ce qu'elle a à voir. Là-dedans, Richard, c'est votre belle-fille, la fille de la femme que vous aimiez, soi-disant. » La voix de Victor était contrôlée, mais Éléonore pouvait détecter la colère contenue derrière le calme apparent. Richard fit quelques pas vers l'entrée de la scierie, forçant Victor à le suivre pour maintenir la distance de conversation. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si, Cécile Dumont-Châtelain, votre épouse, la fille de mon frère Édouard. Elle est morte en mettant Éléonore au monde, et vous, lâche, avez abandonné l'enfant dans un orphelinat au lieu de l'élever, comme vous l'aviez promis à la femme agonisante. » Éléonore sentit des larmes piquer ses yeux. Entendre les détails de son abandon décrit si crûment, savoir que sa mère était morte en demandant à Richard de prendre soin d'elle, et qu'il l'avait simplement abandonnée, fit naître une colère froide dans sa poitrine. Richard s'arrêta de marcher, son visage devenant pâle même dans la faible lumière des phares de la voiture. « Comment avez-vous découvert? Vous pensez vraiment que vous pouvez passer des décennies à manipuler des vies sans que quelqu'un finisse par faire les connexions ?» Victor rit amèrement.
Isabelle est plus intelligente que vous ne l'imaginez. Elle a enquêté sur vos anciennes correspondances, trouvé les lettres d'amour que vous écriviez à Cécile, les promesses que vous avez faites à son lit de mort. » Richard posa la mallette par terre et passa une main dans ses cheveux. « Vous ne comprenez pas la situation que j'affrontais. J'étais un jeune avocat essayant de construire une carrière. Je n'avais pas les ressources pour élever un enfant seul. »« Mensonge !» explosa Victor, faisant un pas menaçant vers Richard. « Vous travaillez déjà pour la famille Saint-Martin. Vous gagnez déjà très bien votre vie. Vous n'avez pas élevé Éléonore parce qu'elle était un inconvénient, un rappel constant de la femme que vous avez perdue. » Éléonore posa la main sur l'oreillette, voulant désespérément crier, confronter Richard personnellement sur l'abandon qui avait façonné toute son enfance. Mais elle se força à garder le contrôle, sachant que le plan dépendait du fait que Richard ne sache pas qu'elle écoutait. « Et ensuite, » continua Victor, commençant à tourner autour de Richard comme un prédateur, « quand vous avez réalisé que j'enquêtais sur la famille Saint-Martin, quand vous avez su que j'avais découvert des preuves des crimes que vous avez aidé à orchestrer au fil des années, vous avez décidé d'utiliser votre propre belle-fille comme arme contre moi. » Richard sortit un mouchoir de sa poche et essuya la sueur de son front, malgré le froid de la nuit alpine. « Victor, vous devez comprendre. » « Comprendre quoi ? » « Que vous avez arrangé le mariage d'Éléonore avec Alexandre spécifiquement pour me manipuler. Que vous saviez que je découvrirais éventuellement la connexion familiale et deviendrais émotionnellement instable. » Victor s'arrêta directement devant Richard. « Que vous étiez prêt à sacrifier la vie de la fille de la femme que vous aimiez pour protéger vos propres secrets. » Richard ouvrit la mallette et Éléonore put voir qu'elle était pleine de documents. « J'ai apporté des preuves, Victor. Des preuves que vous avez raison sur tout. La famille Saint-Martin a commis des crimes pendant des décennies et j'ai aidé à en dissimuler beaucoup. Mais j'ai aussi des preuves qui peuvent vous impliquer dans des activités illégales durant votre enquête. Du chantage ? Demanda Victor sans paraître surpris. Une négociation, corrigea Richard. Vous arrêtez vos enquêtes, je garantis. Qu'aucune procédure ne soit engagée contre vous pour violation de propriété. Espionnage industriel, violation de correspondance privée. Nous retournons tous à nos vies et faisons comme si rien de tout cela n'était arrivé. Éléonore vit Alexandre bouger légèrement à sa position dans la tour d'observation et sut qu'il était aussi révolté qu'elle par l'audace de Richard. À travers la radio, elle entendit Isabelle murmurer « Cet homme est méprisable. » « Et Éléonore ?» demanda Victor. « Quel est le plan pour ma petite fille dans votre négociation ?» Richard hésita. Et Éléonore put voir qu'il luttait intérieurement avec quelque chose. « Éléonore, elle restera avec Alexandre. Ils semblent heureux ensemble, et il a les ressources pour s'occuper d'elle adéquatement. » « Comme si elle était un objet à distribuer, » dit Victor avec mépris. « Richard, vous ne comprenez vraiment pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous n'avez pas seulement abandonné une enfant. Vous avez abandonné le dernier lien que vous aviez avec la femme que vous aimiez. » Richard resta silencieux pendant un long moment, regardant les documents dans la mallette. Quand il parla finalement, sa voix était brisée. « Je l'aimais, Victor. J'aimais Cécile plus que tout dans la vie. Quand elle est morte, quand j'ai vu Éléonore pour la première fois, elle ressemblait tellement à sa mère que ça faisait mal de la regarder. Chaque fois que je prenais l'enfant dans mes bras, c'était comme si Cécile me regardait, me jugeant pour n'avoir pas réussi à la sauver. » Éléonore sentit son cœur se briser. Une partie d'elle s'était toujours demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, un défaut qui justifierait l'abandon. Découvrir qu'elle avait été abandonnée non par manque d'amour, mais par excès de celui-ci, d'une façon déformée et égoïste, était presque pire. « Alors, vous l'avez mise dans un orphelinat et avez essayé d'oublier qu'elle existait, » dit Victor, sa voix chargée de dégoût. « Et 24 ans plus tard, quand vous aviez besoin d'une arme contre moi, vous vous êtes souvenu d'elle à nouveau. » Richard ferma brusquement la mallette, le son résonnant dans la clairière silencieuse. « Ce n'était pas comme ça. Quand j'ai su que vous enquêtiez sur la famille Saint-Martin, quand j'ai réalisé que vous découvririez éventuellement ma participation au crime, j'ai commencé à enquêter sur vous aussi. C'est ainsi que j'ai découvert à propos d'Édouard, de Cécile, d'Éléonore. Et vous avez décidé de l'utiliser. J'ai décidé de la protéger, » protesta Richard. « Si vous détruisiez la famille Saint-Martin, Alexandre serait ruiné.
Éléonore serait à nouveau abandonnée. J'ai pensé que si je pouvais contrôler la situation, vous garder séparés jusqu'à ce que je résolve tout, je pourrais protéger tout le monde. Victor rit amèrement. En leur mentant, en faisant croire à Alexandre que je voulais tuer Éléonore, en faisant croire à Éléonore qu'elle avait été abandonnée par son mari. C'étaient des mensonges temporaires pour éviter une catastrophe plus grande. Éléonore ne put plus se contenir. Elle se leva de sa position cachée et commença à marcher vers la clairière, ignorant les murmures urgents d'Alexandre à travers l'oreillette lui demandant de rester cachée. « Richard, dit-elle, sa voix tranchant la nuit comme une lame, faisant les deux hommes se tourner surpris dans sa direction. « Comme c'est intéressant de t'entendre parler de me protéger. » Richard devint blanc comme un linge quand il la vit émerger de l'obscurité. « Éléonore, que fais-tu ici ?»« Je découvre des vérités que tu as pensé que je ne devrais jamais savoir. » répondit-elle, marchant avec détermination jusqu'à se tenir entre Victor et Richard. J'entends de première main comment l'homme qui aurait dû être mon père m'a abandonné parce que je lui rappelais trop la femme qu'il prétendait aimer. Éléonore, tu ne comprends pas. Je comprends. Parfaitement, le coupa-t-elle, posant les mains sur son ventre. Je comprends que tu m'as utilisé comme pièce dans un jeu qui durait des décennies. Je comprends que tu as été capable de manipuler toute ma vie pour protéger tes propres intérêts. Et je comprends que tu es prêt à continuer à mentir, même maintenant quand tu as été pris. Richard fit un pas vers elle, tendant une main comme s'il voulait la toucher. « Éléonore, je sais que j'ai commis des erreurs. Je sais que j'aurais dû prendre soin de toi quand Cécile est morte. Mais j'étais jeune, j'étais désespéré. Je ne savais pas comment élever un enfant seul. »« Tu avais 28 ans quand... »« Ma mère est morte, » dit Éléonore. Et Richard parut surpris qu'elle sache cette information. « Tu n'étais pas un enfant. Tu étais un homme adulte qui a fait un choix d'adulte. Et puis, tu as passé 24 ans à vivre avec les conséquences de ce choix, jusqu'à ce que tu aies à nouveau besoin de moi. » Alexandre surgit de l'obscurité derrière Richard, se déplaçant silencieusement jusqu'à être à quelques mètres de distance. Éléonore put voir qu'il était tendu, prêt à intervenir si Richard tentait quelque chose contre elle. « Richard, » dit Alexandre, faisant l'avocat se retourner brusquement, « je viens d'entendre que tu as avoué ta participation à des crimes de ma famille. Manipulation de mariage, abandon de mineurs, chantage. Tu penses vraiment que tu vas sortir d'ici comme si rien ne s'était passé ?» Richard regarda autour de lui, réalisant qu'il était encerclé. « Alexandre, tu ne peux pas me nuire sans te nuire à toi-même. Je connais tous les secrets de la famille Saint-Martin. Si je tombe, je vous emmène avec moi. »« Peut-être, » admit Alexandre, « mais je préfère affronter les conséquences des crimes de ma famille plutôt que de continuer à vivre avec un manipulateur qui utilise ma femme comme pièce de chantage. » Richard sortit quelque chose de la poche intérieure de sa veste et Éléonore vit que c'était un petit pistolet, mais mortellement réel. Alexandre se mit immédiatement en position défensive, mais Richard pointa l'arme sur Éléonore. « Personne ne bouge, » dit Richard, sa voix tremblant légèrement. « Éléonore, tu viens avec moi. Alexandre, tu vas faire exactement ce que je dis, ou ta femme enceinte va avoir un accident très malheureux. » Éléonore sentit le sang se glacer dans ses veines, mais se força à rester calme. « Richard, tu vas vraiment menacer la fille de la femme que tu prétendais aimer. »« Je ferai ce qui est nécessaire pour survivre, » répondit Richard, faisant un geste avec l'arme pour qu'elle s'approche. « Cécile est morte depuis 24 ans. Tu n'es qu'une étrangère qui a son visage. » C'est à ce moment qu'Isabelle apparut dans la mezzanine de la scierie, tenant une puissante lampe de poche qu'elle dirigea directement dans les yeux de Richard, l'aveuglant temporairement. « Maintenant !» cria-t-elle. Alexandre se déplaça comme l'éclair, profitant de la distraction pour désarmer Richard d'un mouvement fluide qui révélait son entraînement militaire. L'arme vola à travers la clairière et tomba dans l'herbe à plusieurs mètres de distance. Éléonore, mue par une colère qui avait grandi durant toute la conversation, fit 2 pas vers Richard et lui donna une gifle qui résonna dans la nuit silencieuse. « Ça, c'est pour ma mère, » dit-elle, sa voix chargée d'années de douleur réprimée. « Et pour toutes les nuits que j'ai passées à l'orphelinat, à me demander s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. » Richard tenait son visage là où Éléonore l'avait frappé, la regardant avec un mélange de choc et quelque chose qui ressemblait à du remords. « Éléonore,
Monsieur Richard Mercier, François apparut de l'obscurité accompagné de 2 autres gardes. Vous êtes en état d'arrestation pour port d'armes illégales, menaces, tentative d'homicide et une liste d'autres crimes dont nous discuterons au commissariat. Pendant que les gardes menottaient Richard, Victor s'approcha d'Éléonore et posa une main douce sur son épaule. « Ma petite fille, tu as été bien trop courageuse ce soir. » Éléonore se tourna vers lui, des larmes coulant librement sur son visage. « Grand-père, dit-elle, utilisant le terme affectueux pour la première fois, nous connaissons enfin la vérité sur tout. » Alexandre enveloppa Éléonore dans ses bras, faisant attention à son ventre. « C'est fini, murmura-t-il à son oreille. C'est enfin fini. » Isabelle descendit de la mezzanine portant les équipements d'enregistrement, un sourire fier illuminant son jeune visage. « Nous avons tout enregistré. Confession complète, menace, tout. » Éléonore regarda autour d'elle sa famille, son mari, son grand-père, sa jeune tante, et pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle appartenait vraiment à quelque part. « Notre fille, » dit-elle à Alexandre posant la main sur son ventre, « grandira en connaissant la vérité sur sa famille. Toutes les vérités, tant les belles que les laides. » Alexandre embrassa doucement son front, et elle grandira en sachant que, peu importe quelle vérité elle découvre, elle sera aimée inconditionnellement. Tandis que Richard était emmené par les gardes et que les preuves étaient organisées pour être remises aux autorités, Éléonore regarda le ciel étoilé des montagnes alpines et fit une promesse silencieuse à la fille qu'elle portait. Elle grandirait dans une famille qui, malgré toutes les complications et les drames du passé, était unie par l'amour véritable et par la détermination de se protéger les uns les autres. La guerre était enfin terminée, et Éléonore pouvait commencer à imaginer un futur de paix pour eux tous. 5 mois plus tard, un matin d'avril à Paris, Éléonore se réveilla avec les premières vraies contractions de la grossesse. Le soleil filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre principale de la nouvelle maison qu'Alexandre avait achetée pour eux dans le 16e arrondissement. Un quartier élégant qui offrait de la tranquillité, sans isolement excessif. C'était une construction des années 1940, rénovée avec grand soin pour préserver le charme architectural original, tout en offrant le confort moderne nécessaire pour une famille grandissante. Alexandre était à ses côtés. Une de ses mains fut reposant de façon protectrice sur son ventre, même pendant le sommeil. Ces derniers mois, il s'était complètement transformé, abandonnant les comportements autodestructeurs du passé pour devenir le mari présent et attentionné qu'Éléonore n'avait jamais osé rêver d'avoir. Il avait vendu plusieurs propriétés de la famille pour payer des amendes et des indemnisations liées aux crimes exposés durant le procès de Richard et complètement restructuré les affaires de Saint-Martin pour fonctionner selon des normes éthiques rigoureuses. Quand Éléonore gémit doucement sous l'intensité de la contraction, Alexandre se réveilla immédiatement, ses réflexes aiguisés par les mois d'anticipation anxieuse. « C'est aujourd'hui » demanda-t-il, se levant déjà et prenant le sac de maternité qui avait été préparé et repositionné obsessivement durant les 3 dernières semaines. Éléonore sourit, même à travers la douleur. « Je crois que notre fille a décidé qu'elle est prête à rencontrer la famille. » Alexandre embrassa doucement son front avant de prendre le téléphone pour appeler Victor et Isabelle, qui vivaient temporairement dans une maison proche à la demande d'Éléonore. Dans les mois qui avaient suivi l'arrestation de Richard, les 3 étaient devenus inséparables, créant la dynamique familiale qu'Éléonore n'avait jamais expérimentée dans son enfance. Victor avait utilisé ses compétences d'enquêteur pour aider la police à monter un dossier solide contre Richard, qui affrontait maintenant une liste impressionnante d'accusations. Abandon de mineurs, manipulation de mineurs, chantage, menaces, port d'armes illégales, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et une série d'autres crimes liés aux décennies d'opérations douteuses qu'il avait orchestrées pour la famille Saint-Martin. Les avocats de la défense estimaient qu'il écoperait d'au moins 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Isabelle, qui s'était inscrite dans une école privée proche de la maison d'Éléonore et Alexandre, était devenue la tante la plus dévouée qu'un enfant pourrait avoir. Elle passait les après-midi dans la maison du couple, aidant Éléonore à monter la chambre du bébé, lisant des livres sur les soins aux nourrissons et planifiant toutes les façons dont elle gâterait sa nièce quand elle naîtrait.
L'hôpital américain de Paris avait été choisi pour l'accouchement, tant pour l'excellence médicale que pour l'intimité qu'il offrait aux familles de haut profil. Quand Éléonore, Alexandre, Victor et Isabelle arrivèrent à la maternité, ils furent immédiatement conduits vers une suite privée qui ressemblait plus à une chambre d'hôtel de luxe qu'à un environnement hospitalier. Docteur Françoise Olivier, la même médecin qui avait diagnostiqué la grossesse d'Éléonore à Saint-Tropez, était devenue son obstétricienne personnelle et accompagnait personnellement tout le travail. C'était une femme de 50 ans, mère de 3 enfants, qui combinait une compétence technique exceptionnelle avec une sensibilité émotionnelle qui faisait qu'Éléonore se sentait complètement en sécurité. « Éléonore, dit-elle après avoir examiné les contractions, vous vous en sortez très bien. Le bébé est en position parfaite et selon mes calculs, votre fille devrait naître dans les 4 à 6 prochaines heures. » Les heures qui suivirent furent un mélange de douleurs intenses, d'anticipation émotionnelle et de moments de connexion familiale qu'Éléonore n'oublierait jamais. Alexandre resta à ses côtés durant tout le travail, tenant sa main, essuyant sa sueur, murmurant des mots d'encouragement à son oreille et étant exactement le partenaire dont elle avait besoin. Victor et Isabelle se relayaient entre la salle, d'attente et de brèves visites dans la chambre, apportant des nouvelles sur les fleurs qui étaient arrivées, les appels de félicitations et autres manifestations de soutien du petit mais grandissant réseau social qu'Éléonore et Alexandre savaient cultiver ces derniers mois. Quand les contractions atteignirent finalement leur pic d'intensité, Éléonore serra la main d'Alexandre avec assez de force pour laisser des marques et le regarda directement dans les yeux. « Alexandre, dit-elle entre des respirations haletantes, indépendamment de ce qui arrive, je veux que tu saches que ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. » Alexandre embrassa ses doigts, des larmes coulant librement sur son visage. « Éléonore, tu m'as appris qu'il est possible de recommencer, qu'il est possible d'être une meilleure personne. Notre fille va grandir avec le meilleur exemple de force et de courage qu'un enfant puisse avoir. » Ce fut à 16h23 d'un vendredi ensoleillé qu'Hélène Saint-Martin vint au monde. Elle pesait 3 kg 200 grammes, avait des cheveux sombres comme son père, des yeux verts comme sa mère, et une paire de poumons qui démontrèrent immédiatement qu'elle ne serait pas une enfant silencieuse. Quand le docteur Françoise plaça Hélène dans les bras d'Éléonore pour la première fois, le monde s'arrêta. Éléonore regarda ce petit visage parfait, ses minuscules mains qui s'accrochaient instinctivement à son doigt, et sentit une vague d'amour si intense qu'elle pensa que son cœur pourrait exploser. « Bonjour, ma princesse », murmura-t-elle, touchant doucement la joue de sa fille. « Maman et papa t'attendaient depuis si longtemps. » Alexandre, qui avait assisté à la naissance dans un silence révérencieux, s'approcha et toucha délicatement la petite tête d'Hélène. « Elle est parfaite, dit-il, sa voix brisée par l'émotion. Absolument parfaite. » Hélène ouvrit ses petits yeux pour la première fois et sembla regarder directement ses parents, comme si elle les reconnaissait déjà. Éléonore rit à travers les larmes, pensant à combien sa fille avait la même expression intense que son père quand il était concentré. « Puis-je la présenter au grand-père et à la tante ?» demanda Alexandre, et Éléonore acquiesça, ne pouvant s'empêcher de sourire. Quand Victor entra dans la chambre et vit sa petite fille pour la première fois, l'homme qui avait passé des années endurci par la vengeance et la douleur s'effondra complètement. Il s'approcha lentement, comme s'il était en terrain sacré, et quand Éléonore plaça Hélène dans ses bras, il commença à pleurer sans aucune tentative de cacher l'émotion. « Elle a les yeux de ta bisaïeule, Hélène, » murmura-t-il, berçant doucement le bébé, « et je peux voir qu'elle aura la détermination de sa mère. » Isabelle, qui avait attendu son tour avec une patience admirable pour une adolescente de 15 ans, put enfin tenir sa nièce. « Hélène, » dit-elle solennellement, « je te promets que je t'apprendrai à jouer au football, à faire du vélo, à découvrir tous les secrets que les adultes essaient de te cacher, et à être la fille la plus intelligente et courageuse de France. » Éléonore rit, imaginant Isabelle enseignant à Hélène toutes les bêtises qu'une tante adolescente pourrait inventer. « Je pense que notre fille va avoir une enfance très intéressante. » Dans les jours qui suivirent la naissance, la maison du 16e arrondissement se transforma en un centre d'activité familiale constante. Victor avait assumé le rôle de grand-père protecteur avec un sérieux militaire,
installant des caméras de sécurité supplémentaires, engageant une nounou de nuit pour qu'Éléonore puisse se reposer correctement, et lisant tous les livres sur le développement infantile qu'il pouvait trouver. Isabelle s'était pratiquement installée dans la chambre d'amis, affirmant qu'elle avait besoin d'être disponible pour aider avec Hélène à toute heure du jour et de la nuit. En pratique, cela signifiait qu'Éléonore avait toujours une adolescente enthousiaste à proximité, prête à tenir le bébé, préparer des biberons, ou simplement discuter des 1001 détails de la maternité. Alexandre était devenu le père le plus dévoué qu'Éléonore aurait pu imaginer. Il se réveillait pour toutes les tétées nocturnes, changeait les couches avec une efficacité surprenante pour un homme qui n'avait jamais pris soin de bébé et passait des heures simplement à observer Hélène dormir, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Un matin, environ 3 semaines après la naissance, Éléonore se réveilla et ne trouva pas Alexandre dans le lit à ses côtés. Elle enfila une robe de chambre et partit à sa recherche, le trouvant dans la chambre d'Hélène, assis dans le fauteuil d'allaitement, avec sa fille endormie dans ses bras, lui murmurant doucement. « Je lui raconte toutes les aventures que nous aurons ensemble, » expliqua-t-il quand il remarqua Éléonore à la porte. « Les voyages que nous ferons, les livres que nous lirons, les choses qu'elle apprendra. » Éléonore s'approcha et s'installa sur la coudoir du fauteuil, observant sa fille dormir paisiblement dans les bras de son père. « Et quel genre d'aventure? Prévois-tu? Je veux lui apprendre à monter à cheval dans le domaine familial en Normandie. Je veux lui montrer toutes les villes de France pour qu'elle connaisse la diversité de son pays. Je veux qu'elle apprenne d'autres langues, qu'elle étudie la musique, qu'elle pratique des sports. » Alexandre regarda Éléonore, mais surtout, je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle est aimée inconditionnellement et qu'elle peut toujours compter sur nous pour la soutenir dans tout ce qu'elle choisira de faire. Éléonore embrassa le côté de son visage. Elle aura tout cela et plus encore. Elle aura une famille qui se bat pour elle, qui la protège, mais qui lui apprend aussi à être assez forte pour se battre pour elle-même. Ce fut pendant cette conversation matinale que François apparut à la porte de la chambre, avec une expression qu'Éléonore avait appris à reconnaître comme « nouvelles importantes ». « Alexandre, pardonnez-moi de vous interrompre, » dit-il. « Respectueusement, mais une correspondance officielle est arrivée que vous devez voir. » Alexandre passa soigneusement Hélène à Éléonore et suivit François jusqu'au bureau. Éléonore était curieuse, mais décida d'attendre au lieu de les suivre, profitant du moment silencieux pour simplement observer sa fille. Hélène avait hérité des meilleures caractéristiques physiques de ses 2 parents. Elle avait les cheveux sombres et épais d'Alexandre, mais avec des reflets châtains qui rappelaient Éléonore. Ses yeux étaient verts comme ceux de sa mère, mais avec la forme en amande qui rappelait Victor, et sa personnalité commençait déjà à se révéler. C'était un bébé alerte, curieux, qui semblait absorber tout ce qui se passait autour d'elle. 15 minutes plus tard, Alexandre revint dans la chambre avec une expression qui mêlait satisfaction et soulagement. « Richard a été condamné », annonça-t-il, s'asseyant sur le lit à côté d'Éléonore. 22 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pour les 10 premières années. Éléonore ferma les yeux, sentant comme si un poids dont elle ignorait encore l'existence avait été retiré de ses épaules. « C'est vraiment fini, dit-elle. Notre fille grandira sans avoir à se préoccuper de lui. »« Il y a plus, » continua Alexandre. « Dans le cadre de la sentence, le juge a ordonné que Richard te transfère tous les biens qu'il avait hérités de ta mère Cécile. Apparemment, il avait gardé un compte bancaire, quelques bijoux et des documents familiaux qui, de droit, ont toujours été les tiens. » Éléonore ouvrit les yeux, surprise. « Ma mère m'a laissé des choses ?»« Oui, Richard les a gardés pendant toutes ces années, probablement comme moyen de garder le contrôle sur toi, au cas où il en aurait besoin un jour. » Alexandre prit sa main libre. « Éléonore, tu n'es pas seulement l'épouse d'un homme. Riche, tu as ton propre héritage, ta propre indépendance financière. » Éléonore regarda Hélène, pensant à combien la vie pouvait prendre des tournants inattendus. « Notre fille va hériter des histoires de 2 familles compliquées, mais elle va aussi hériter de la force que ces complications nous ont enseignée. » 2 mois plus tard, par un matin de juin ensoleillé, Éléonore jouait avec Hélène dans le jardin quand Alexandre apparut vêtu du costume qu'il avait porté lors de leur mariage, portant une petite boîte de velours bleu. « Éléonore, dit-il,
s'agenouillant sur la pelouse à côté d'elle. « Je sais que nous sommes déjà mariés. Je sais que nous avons déjà une fille. Je sais que nous avons déjà construit une vie ensemble. Mais il y a une chose qui m'a toujours dérangé. » Éléonore fronça les sourcils, confuse. « Quoi ? Notre premier mariage était arrangé, c'était une mise en scène pour résoudre des problèmes d'affaires. Tu n'as jamais eu la chance de choisir vraiment si tu voulais m'épouser, de dire oui parce que tu m'aimais, pas parce que tu n'avais pas d'autres options. » Alexandre ouvrit la petite boîte, révélant une bague de fiançailles éblouissante, un diamant solitaire entouré de petites émeraudes qui s'accordaient parfaitement avec les yeux d'Éléonore. « Éléonore Châtelain-Saint-Martin, » dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « veux-tu m'épouser à nouveau? Cette fois par amour, cette fois par choix, cette fois parce que nous avons décidé de construire une vie ensemble ?» Éléonore sentit des larmes jaillir dans ses yeux. « Alexandre, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il rapidement. « Tu peux réfléchir, tu peux... » « Oui, » l'interrompit Éléonore, riant à travers les larmes. « Oui, je veux t'épouser à nouveau. Je veux te choisir tous les jours pour le reste de ma vie. » Alexandre glissa la bague à son doigt, et elle put voir que ses mains tremblaient aussi légèrement. « Je vais organiser une vraie cérémonie cette fois, avec toutes les personnes que nous aimons, avec Hélène comme notre demoiselle d'honneur, avec Victor pour te conduire à l'hôtel, avec Isabelle comme témoin. » Éléonore se pencha pour l'embrasser, mais fut interrompue par les pleurs d'Hélène, qui s'était réveillée de sa sieste et voulait clairement participer à la conversation. « Je pense que notre fille approuve, » dit Éléonore, prenant Hélène dans ses bras. « Qu'en penses-tu, princesse? Maman et papa vont se marier à nouveau ?» Hélène arrêta de pleurer et sembla sourire à ses parents, bien que cela ait pu être simplement des gazes. « Je vais considérer cela comme une approbation totale, » dit Alexandre, faisant des chatouilles sur le petit ventre d'Hélène. La seconde cérémonie de mariage eut lieu 3 mois plus tard, en septembre, dans le jardin de la propriété de Chamonix, où tout avait commencé. Mais cette fois, au lieu d'un événement froid et formel, ce fut une célébration intime et joyeuse avec environ 50 invités, la plupart des employés de Saint-Martin qui étaient devenus de véritables amis, quelques camarades d'université, d'Éléonore qu'elle avait retrouvée, et les sœurs de l'orphelinat qui avaient élevé Éléonore, et qui pleurèrent d'émotion en la voyant si heureuse. Éléonore portait une robe en dentelle française qui mettait en valeur sa silhouette, post-partum de façon élégante, et portait un bouquet de roses blanches et vertes qu'Isabelle avait insisté pour choisir personnellement. Victor la conduisit jusqu'à l'hôtel improvisé sous les arbres centenaires, fier et ému de pouvoir jouer le rôle qu'Édouard, son frère, aurait dû jouer. Hélène, vêtue d'une minuscule robe blanche qui s'accordait avec celle de sa mère, dormit paisiblement dans les bras d'Isabelle pendant toute la cérémonie, se réveillant seulement pour faire quelques adorables gazouillis pendant les vœux. Quand vint le moment pour Éléonore et Alexandre de répéter les vœux matrimoniaux, cette fois des mots qu'ils avaient spécifiquement choisis pour exprimer l'amour qu'ils avaient construit ensemble, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. « Alexandre, » dit Éléonore, regardant directement dans ses yeux, « tu m'as appris qu'il est possible de faire confiance à nouveau, qu'il est possible d'aimer sans peur, qu'il est possible de construire une famille basée sur l'honnêteté et l'affection mutuelle. Je promets d'être ta partenaire dans toutes les aventures que la vie apportera, ton allié dans tous les défis que nous affronterons, et ta compagne dans tous les moments de joie que nous partagerons. »« Éléonore, » répondit Alexandre, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage, « tu m'as montré qu'il est possible de changer, qu'il est possible d'être une meilleure personne, qu'il est possible d'aimer de façon véritable et généreuse. Je promets de te protéger toujours, de te respecter toujours, et de t'aimer de chaque fibre de mon être pour le reste de ma vie. » Quand ils s'embrassèrent finalement comme mari et femme pour la seconde fois, Hélène choisit exactement ce moment pour se réveiller et pousser un petit cri aigu d'approbation, faisant rire et applaudir tous les invités. Pendant la fête qui suivit, Éléonore dansa avec Alexandre sous les étoiles des Alpes, Hélène dormant tranquillement dans un berceau portable tout proche, entourée par les regards vigilants de Victor, Isabelle et la moitié des invités qui étaient devenus des tantes et oncles honoraires. « Madame Saint-Martin, » murmura Alexandre à son oreille pendant qu'il dansait, « comment vous sentez-vous d'être une femme mariée à nouveau ?»« Je me sens comme si j'étais finalement chez moi, »
répondit Éléonore, se penchant vers la chaleur de son étreinte. Comme si toute la douleur et la confusion des dernières années avaient valu la peine pour nous amener jusqu'ici. Alexandre la fit tournoyer doucement, faisant flotter sa robe autour de ses jambes. Et que prévoyez-vous de faire avec le reste de votre vie, maintenant que vous n'avez plus besoin de lutter contre des manipulateurs et de résoudre des mystères familiaux? Éléonore sourit, pensant aux possibilités infinies qui s'étendaient devant eux. Élever notre fille, aimer mon mari, prendre soin de notre famille, et peut-être donner une petite sœur ou un petit frère à Hélène dans quelques années. Alexandre arrêta de danser et la regarda avec surprise et joie. « Tu es sérieuse ?»« Je le suis », confirma Éléonore. « Cette maison est bien trop grande pour une petite famille, et Hélène aura besoin de quelqu'un à qui apprendre toutes les bêtises qu'Isabelle va lui apprendre. » Alexandre l'embrassa là, même au milieu de la piste de danse, sous les applaudissements et les cris d'approbation des invités. Quand ils se séparèrent finalement, Éléonore regarda autour d'elle toutes les personnes qu'elle aimait, réunies pour célébrer l'amour, qui avait surmonté tant d'obstacles, et fit une promesse silencieuse à elle-même. Hélène grandirait en sachant que, indépendamment des complications que la vie apporterait, il y aurait toujours des personnes prêtes à se battre pour elle, à la protéger et à l'aimer inconditionnellement. Et pas. Quand Hélène serait assez grande pour comprendre, Éléonore lui raconterait toute l'histoire, depuis le mariage arrangé jusqu'à la découverte de la famille perdue, jusqu'à sa naissance comme symbole d'une nouvelle génération qui grandirait avec amour, vérité et courage. Parce que certaines histoires, pensa Éléonore, en observant Alexandre jouer avec Hélène quelques heures plus tard, quand la fête était terminée et que seule la famille restait, sont trop compliquées pour être simples, mais trop belles pour être oubliées. Et leur histoire, avec tous ces drames, révélations, dangers et récompenses, serait racontée et répétée aux futures générations de la famille Saint-Martin, comme preuve que l'amour véritable trouve toujours un chemin, même quand ce chemin passe à travers des secrets enterrés, des ennemis inattendus et des révélations qui changent tout. Éléonore s'endormit cette nuit-là dans les